Donc, bienvenue tout le monde. Bienvenue dans l'émission Coach Live, donc avec notre invité Lilian Nalis, donc l'entraîneur adjoint du RC Lens avec Franck Hayes, qu'on avait déjà reçu dans l'émission, dans les premières émissions. Avec dans l'équipe de Coach Live, le coach Bruno Luzi. Bonjour Bruno. Salut Philippe, salut Lilian, salut Imed et bonsoir à tous. Le coach Imed Ama. Bonjour Imed. Bonjour à tous, bienvenue à Lilian. Et le coach Lilian. Bonjour Lilian. Bonjour à tous, merci de me recevoir et ça va être un super moment de partage. Je suis très heureux de venir. Donc, comme on a fait dans les autres émissions, l'objectif, bien sûr, c'est de découvrir Lilian Nalis, donc de son parcours de joueur puis entraîneur, comment il en est arrivé là et quel ADN il a en lui, qu'est-ce qu'il a appris de son parcours. Et puis, encore une fois, merci aux internautes de suivre l'émission qui est très demandée. Et il partagera, donc, Lilian, des exercices et circuits qu'il nous a proposés, qu'on a montés en 3D, donc avec le logiciel exercice de foot. Et le but, ça sera de commenter l'exercice, dans quel but il fait ça, qu'est-ce qu'il recherche, et comment on peut donc le partager ou le mettre à disposition des autres catégories. Donc voilà, on va démarrer bien sûr Lilian en te laissant la parole et puis en nous donnant ton parcours déjà. Est-ce que tu es passé par un cursus normal ou autre? Et puis on va découvrir avec toi comment tu t'es construit, ce que tu as retenu et ce que tu as aimé ou pas aimé. À toi de jouer. Ok, bon, après dire si je suis passé par un cursus normal ou pas normal, c'est difficile à dire. Qu'est-ce qu'un cursus normal? Allez, sport, transformation, tout ça. Voilà, non, mais j'ai joué en fait Je suis un enfant de la région parisienne, donc je suis né à Nogent-sur-Marne. Ensuite, j'ai joué à Noisy-le-Grand. Je suis parti au CSMO quand j'avais 12-13 ans. Et puis ensuite, j'ai joué jusqu'en cadets nationaux. À l'époque, c'était les cadets nationaux au CSMO. De là, j'ai eu quelques opportunités de centre de formation. J'avais Sedan, j'avais le Red Star, j'étais allé faire un essai au Racing. Et puis un jour, mon père a décidé de m'emmener à Auxerre. Donc, il y avait une journée de détection. Donc, j'ai fait la journée de détection là-bas. Et j'ai été retenu pour aller au sport-études. Pas rentrer au centre de formation, mais aller au sport-études. Donc, j'ai atterri au lycée Fourier à 17 ans. Je rentrais pas dire de bêtises, je rentrais en première. Voilà. Et puis, donc j'ai commencé, je m'entraînais avec, c'était Bernard Turpin qui gérait le sport-études. Et puis j'ai commencé directement du football senior, donc à jouer en DH. Et puis je suis rapidement monté avec la 4e division. Et dans cette année-là, j'ai même fait des bancs en 3e division. J'ai joué la Gambardella donc l'équipe de la GIA. Donc voilà, au bout de 6 mois, j'ai Giroud qui est venu me voir et qui m'a dit on souhaiterait que tu descendes du sport-études directement au centre de formation, donc que tu intègres le centre de formation. C'était au mois de décembre. Et donc voilà, 6 mois après mon arrivée au sport-études, je suis entré au centre de formation, donc avec Daniel Roland comme entraîneur. Tu jouais quel poste? Alors j'ai commencé avant-centre. Voilà, je suis arrivé en tant qu'avant-centre. Et puis au fur et à mesure des années de formation, j'ai reculé. Mais quand j'ai quitté la GIA pour partir au Stade Malherbe de Caen, je jouais déjà un cran en dessous. Donc voilà, 9,5, capable de jouer un petit peu aussi sur les côtés. Voilà, mais plus du tout en tant qu'avant-centre. D'accord. C'était quoi ton profil de joueur? J'étais un bon joueur dos au jeu, bonne capacité de remettre les ballons, de le tenir un peu là-haut. Et puis après, j'avais quand même, je manquais un peu de vitesse pour le poste pur de l'avant-centre. C'est-à-dire que bon, j'étais capable de présence devant le but aussi, parce que à cette période-là, c'était beaucoup de centres et beaucoup de présence dans la surface. Donc ça me plaisait en tant qu'attaquant d'aller dans la boîte. Mais puis après j'aimais bien aussi souvent descendre, venir organiser un petit peu le jeu un petit peu plus bas. Donc c'est comme ça qu'ils ont été amenés à me repositionner dans ce rôle. Par rapport à Auxerre, avant de partir sur Caen, par rapport à Auxerre, tu as intégré donc l'équipe première un petit peu ou un peu plus au niveau des entraînements et même pourquoi pas match. C'était déjà la logique de Giroud à l'époque, on est d'accord? Donc de l'individuel, tout ça. Après, toi, par rapport à ton style de jeu, est-ce que ça te correspondait ou pas?
Non, non, ça me correspondait. C'est-à-dire qu'en plus, j'étais un jeune joueur. Auxerre, à l'époque, c'était un centre de formation qui fonctionnait super bien. Donc, il y avait beaucoup de monde, il y avait énormément de concurrence. Oui, toi, tu Euh, avais des sacrés joueurs, toi, à cette époque-là, en plus, hein. Bah moi, c'est l'époque de la Coupe d'Europe où il joue le Dortmund. Moi, j'ai vu Chifo, j'ai vu Verlat, j'ai vu Moussa Saïb. Il y avait tous les joueurs formés au club, Raphaël Guerreiro, Daniel Duituel, Stefano Mazzolini, William Prunier. voilà, tout ça, William Prunier, Alain Goma, voilà, Bruno Martini, tout à fait, Lionel Charbonnier. Enfin, voilà, c'était Stéphane Mahé qui est parti après au PSG. Enfin, c'était la grosse équipe. Donc, c'est pour ça qu'au bout de 5 années, quand on a joué pendant 3-4 ans avec la troisième division en réserve et puis qu'on s'aperçoit qu'on passe pas le dernier palier, enfin, je me suis mis à réfléchir de passer à autre chose, quoi. D'accord. Est-ce que déjà là, par rapport à cet ADN qu'on essaie de trouver, là, à Auxerre, tu as appris quelque chose au niveau du jeu, des entraînements? Parce que je pense que comme c'était un des meilleurs centres à l'époque, je pense que J'ai c'était un appris fond. beaucoup. J'ai appris beaucoup sur le jeu prôné par Giroud et à la GIA à ce moment-là, parce que toutes les équipes étaient un petit peu dans le même. C'était un peu la même chose pour tout le monde. Après, j'ai appris surtout beaucoup au niveau de l'exigence du professionnalisme. On était très surveillés, que ce soit, on avait un surveillant du centre de formation qui passait toutes les nuits pour voir les chambres. On avait Giroud qui savait exactement tout ce qui se passait sur la ville. Euh, donc ça a permis aussi de structurer un petit peu tout ça. Même si le jour où on s'en va, on a l'impression que on a envie de voler un petit peu de ses Ouais, propres ailes découvrir autre chose. et puis d'en profiter un peu, mais on revient vite à la réalité parce qu'on s'aperçoit que c'est pas spécialement ce qu'il faudrait faire. Ouais. La rigueur et rester cadré quand même dans le milieu pro, en plus, si tu veux durer, de toute façon, tu l'as bien vécu. Donc là, tu bascules à Caen. Donc là, tu bascules, Caen était en Ligue 1 à cette époque-là? Oui, oui. Quand il était en Ligue 1, il sortait de l'année de Coupe d'Europe avec les Willy Gürter, Stéphane de Deban, enfin voilà. Et moi, j'arrive l'année d'après. Donc, étant encore considéré comme un jeune joueur, c'est-à-dire que le club me recrute je vais dire, le club me fait un contrat professionnel, mais il me recrute un petit peu ce qu'on pourrait appeler Joueur en une devenir. post-formation, voilà, joueur en devenir. Et puis la première année, ça se passe bien. Je joue à peu près une vingtaine de matchs en Ligue 1, donc c'est une bonne année. Je suis avec Daniel Jean Dupeux. De très belles idées sur le jeu. Voilà, il avait un 4-4-2, mais c'était très intéressant toujours très intéressant dans l'animation. Il avait la volonté de jouer, il avait la volonté de posséder. Donc voilà, c'est une année un peu difficile au niveau des résultats parce qu'on finit pas, je crois qu'on finit dans les 13 ou 14 premiers. Voilà. Euh, et puis ensuite, la deuxième année, c'est avec Pierre Mankowski. Voilà. Donc, une deuxième année un peu plus difficile. J'ai fait surtout beaucoup de matchs avec la réserve cette année-là et 3-4 avec les pros. Donc, Toujours dans un rôle offensif où tu avais commencé à reculer? alors, Jean Dupont me faisait jouer souvent dans un rôle d'excentré, en fait. Voilà. Donc, ou à droite ou à gauche, dans un rôle d'excentré, en me demandant de venir jouer un peu à l'intérieur, de pas jouer comme un ailier, mais plus de venir animer l'intérieur enfin, en partant de la largeur. Voilà, ramener du surnom dans le cœur du jeu. Donc là, du coup, quand tu découvres un autre système, une autre façon de jouer, deux entraîneurs en 2 ans, donc encore de l'apprentissage et puis d'autres visions d'entraîner et de jeu. Après, tu pars à Laval. Ouais. Bah Laval là, en fait, était en quel niveau? là, c'est le constat, c'est un petit peu le constat d'échec. On a envie de jouer. La première année, j'avais connu un petit peu le monde professionnel. La deuxième année, ça avait été un petit peu délicat et puis j'avais pas l'impression que j'avais des perspectives intéressantes pour l'avenir. Ouais. Et donc, je décide de partir, de descendre d'une division et puis essayer d'aller faire du football d'équipe première dans un club. Voilà, donc Prendre du temps de jeu, quoi. voilà, tout à fait. Et puis j'arrive à Laval avec à l'époque c'est Denis Troche qui me recrute. Et puis là je fais 2 super saisons quoi. C'est vraiment le point de départ de ma carrière quoi. Ouais. Des entraîneurs. Alors, Denis Troche, on l'a eu donc, dans l'émission. Donc, Ouais.
des entraîneurs vraiment atypiques, que ce soit Giroud, Denis Troche, c'est quand même de sacrés personnages. Là aussi, tu apprends quelque chose, parce que Denis Troche, je pense, ça devait être aussi un personnage au niveau du Ouais, coaching. Denis, c'était beaucoup. Enfin, il avait les idées football qui mettait en place, mais il avait aussi déjà énormément en lui cet aspect psychologique, quoi. Ouais, côté mental. Il nous Donc a raconté c'était. quelques anecdotes qui, a priori, étaient bien vérifiées. Donc, c'est vrai que c'était des trucs qu'il fallait y penser. Mais bon, après, je ne sais pas s'il y en a d'autres. Mais en tout cas, la façon de coacher était peut-être différente d'autres coachs. En tout cas, c'était la sienne. Mais aujourd'hui, s'il est dans ce secteur de la partie mentale, préparation psychologique, tout ça, je pense que toi, par le vécu que tu as eu le concernant, ça ne t'étonne pas. Ouais, non, bon, il nous a fait des choses, j'en garde des souvenirs. Aujourd'hui, j'en rigole, mais je me rappelle un jour, il nous emmène manger le midi dans un restaurant, dans un très bon restaurant étoilé à Mayenne. Et puis là, vous pouvez boire un peu de vin, vous pouvez partager, c'est une bonne journée. C'était pas prévu qu'en rentrant, on ait un entraînement. Et puis, bah, on ne sait pas quelle mouche l'a piqué en rentrant. Il nous a mis sur l'hippodrome à côté du terrain d'entraînement et puis il a pris le footing et il a envoyé fort, voilà, jusqu'à ce que les joueurs craquent, quoi. Donc ça ronchonnait derrière. Voilà, c'était toujours, en fait, c'était toujours vouloir tester au niveau psychologique qu'est-ce qui se qu'est-ce qui se passe, comment les joueurs vont réagir. Voilà. Bon, après, on a connu des bonnes Ouais, saisons. mais tu sais que ça, il nous Il l'a l'a, et c'est raconté ou il marrant l'a parce pas que ça, il nous raconté? l'a raconté un petit peu. Il a raconté au niveau de la formation, justement, et il était formateur, et il nous a raconté un peu dans ce genre-là. Il avait fait courir, alors je ne sais pas si c'était à Laval, mais il avait dit aux joueurs de courir, et les joueurs donc s'étaient mis à courir. Ils ne savaient pas combien de temps ils devaient courir, donc ils ont tourné, et puis au bout d'un moment, les joueurs commençaient à se poser des questions de quand Ça- Je t'entends plus, tout le Philippe. monde, Ouais. d'autres qui prenaient leur rythme, et puis tu avais quelques anciens qui, et tant Ouais. qu'ils n'avaient pas le temps à partir de l'exercice. Et en fait, à chaque fois, quelques-uns commençaient à dire, on s'arrête quand, c'est quand, dans combien de temps? Et lui, il disait, continuez, continuez. C'est ce qu'il racontait. Et puis à la fin, en fait, il s'apercevait que sur la durée, bah, tu avais ceux qui étaient partis comme des fous, ils commençaient à ralentir et donc à être pris en main par ceux qui étaient en dessous. Et puis, ça déconne chez toi. Ouais. J'ai quelques Qui étaient bugs, les moi aussi, leaders, je ceux qui n'entends avaient pas pris tout. un rythme, ceux qui étaient... Et puis, ça bug un peu chez toi, hein. Tu m'entends? Tu m'entends, Moi, Philippe? ça marche. Non, ça bug un peu. Je pense que c'est chez toi que ça bug un peu. Regardez au cas où, vous êtes tous bien chargés en termes de batterie, tout ça, Nous, on est on est, d'accord? ouais, 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 Ouais. nous, on est bien. Nous, on est bien. Ok. Donc voilà, donc en fait, lui, il faisait cet exercice-là pour savoir quels étaient les leaders, les meneurs, les joueurs à caractère. Et a priori, ça l'aidait et je trouvais que la logique était pas si mal que ça, quoi. Voilà, mais il commençait ses échauffements sur des longueurs de terrain. On ne savait pas combien on allait en faire, hein. Je crois qu'une fois, on en a dû en faire plus de 130 aller-retour. Donc, c'était son échauffement. Voilà. On commençait à courir, on faisait les longueurs. Voilà. Après, j'ai des anecdotes enfin, où ça me concernait. C'était aussi c'est des bons souvenirs aussi, des bons souvenirs. Voilà. Mais il savait être piquant quand il fallait l'être. Il avait compris qu'avec moi, il fallait qu'il utilise la confiance, mais que il me rentre dedans aussi, ça me faisait pas de mal. Ouais. Donc là, du coup, tu découvres un autre personnage, bien sûr. Après, tu bascules, tu vas à Guingamp. Ouais, j'arrive à Guingamp donc avec Francis Smericki. Donc là, une année difficile au niveau des résultats, mais pour moi, ça avait été au niveau footballistique, ça avait été une bonne année. Voilà. Donc, bah, Francis, des idées bien précises dans le football. Donc, voilà. Après, j'ai appris aussi énormément avec lui. J'ai pas été étonné que derrière, il intègre C'est la Fédération française de football et la DTN pour les formations. Voilà. c'est l'année où c'est l'année où il est remercié au bout de quelques journées. Non, ça, D'après, c'est l'année d'après. parce qu'il m'a raconté, paix à son âme, il m'a raconté ce qui s'était passé je crois que c'est la deuxième ou la troisième saison, je crois.
Ouais, mais je pense qu'il a fait 2 passages à Guingamp. Ouais. Voilà, il a fait 2 passages à Guingamp. Je pense que là, c'est au cours de sa 2e saison. Moi, non, tu as raison, c'est l'année où Jean-Pierre Papin arrive. Bah, en Et fait, il a Hubert Fournier comme capitaine cette année-là, il me dit. ouais, alors non, alors ça, c'est Hubert, j'ai pas connu à Guingamp. D'accord. J'ai pas connu à Guingamp. Voilà. Moi, j'étais là l'année, c'est J.K. Miali, c'est Angelo Hugues dans les buts. Il y avait Tasfaout devant. Lionel Rouxel aussi, non? Lionel était là aussi. Coco Michel, tout ça, non, sans doute. Ouais, Coco Michel, voilà, tout ça. Coco Michel, Barret, enfin voilà, c'était tout le. Ouais, une belle génération là aussi, quoi. Non, c'était une belle année. Puis après, en fait, je suis vendu au Havre à la fin de l'année. Et donc, je pars au Havre, je signe 3 ans au Havre et je retrouve Denis Troll, en fait. Voilà. Donc, c'est lui qui souhaite me faire revenir au Havre. Et donc là, je le retrouve là-bas l'année d'après. Je signe un contrat de 3 ans. Et puis là, c'est l'année où Denis est rappelé par Arthur Georges. Et il décide de quitter au bout de. Je pense qu'on avait fait 6 mois. Et donc, il décide de repartir au PSG avec Arthur Georges en tant qu'adjoint. Et c'est Joël Beaujouan qui prend la suite. Voilà. Et là, Joël, c'est les prémices de me mettre encore un petit peu plus bas sur le terrain. Voilà. C'est plutôt un 8-6, quoi. 6, voilà, plutôt 8-6. Il a commencé aussi à me faire reculer un petit peu. Et puis, donc, pendant 6 mois, ça s'est bien passé. L'objectif, c'était le maintien qu'on a obtenu. Et je suis vendu par le Havre à la fin de l'année à Bastia. Voilà, où là, je pars pour 3 ans. Voilà. Et là, c'est Fred Antonetti que je découvre comme entraîneur. Voilà. Et je ne sais pas si vous m'entendez. Je vois que Ouais, on t'entend. est immobile. Voilà. Je sais pas. Donc, là, La batterie, elle est pleine de ton ordinateur ou pas? je ne sais pas si tu m'as parlé ou si tu as parlé à quelqu'un d'autre parce que j'ai pas entendu. J'ai entendu que la moitié. Non, il demandait si ta batterie Moi, je suis full. était pleine. Je suis full et je suis branché en plus. Ouais, bah non, ouais, nous aussi, je pense que c'est. Ouais. Pépite, tu nous entends? C'est toi qui bloque, hein. Nous, D'accord, mais non. on est opérationnel, hein. Moi, c'est bon. Bruno, ça marche et c'est toi qui ne marche pas. Non, moi je suis à côté. Bruno dit c'est bon. Ouais, moi, c'est bon, là, c'est bon. Le passage, c'est bizarre. Là, c'est bon. Là. Ok. J'écoute. Lilian, c'était Bastia. Bastia, c'était l'époque Casanova au milieu. Alors, il y avait Laurent qui jouait. Laurent jouait derrière à l'époque. Ah, il jouait derrière. Okay. Ouais, Laurent jouait derrière. C'est l'époque Éric Durand dans les buts, De Guerville, Pat Valéry, Fred Mendy, Laurent Casanova, Fred Ney, Pierre-Yves André, Pierre Laurent. Ouais, On a vécu des belles années. Au niveau résultat, ces 3 années-là, on a plus ou moins toujours fait le top 10. Voilà, avec 2 années avec Fred Antonetti et 1 année avec Robert Nouzaré. En fait. Ouais. Voilà, parce qu'après Fred était parti au Japon. Mais ouais, tout à fait. C'était trop. Enfin, j'ai vécu 3 belles années, dont la finale de Coupe de France contre Lorient qu'on perd avec Robert Nouzaré. Mais non, c'était même au niveau. Alors, la Corse, voilà, une région magnifique. Une région magnifique. Et puis après, un club passionné qui, je dirais, qui m'a. Pour lequel j'ai vraiment eu de fortes émotions, en fait. Voilà. Ouais, tu restes marqué par ton passage là-bas. Voilà, tout à fait. Dans ce qu'on a vécu. Là-bas que je t'avais observé. Moi, c'est là-bas que je t'avais retenu dans ton rôle de 8. Je m'en souviens de toi là-bas. Voilà, je jouais avec Fred, on jouait avec 2 joueurs au milieu ou 3 joueurs au milieu. Voilà, donc généralement, on jouait avec un 10 et puis 2 joueurs en dessous. Il y avait, à mon époque, il y a Piotr Zverchevski, il y a Sébastien Piocel, il y a Yann Lachuer. Voilà, c'est un peu les joueurs du milieu dans la période. Franck Matangu qui a joué aussi un petit peu.
Euh, voilà. Et là, c'est l'épanouissement total, quoi, entre le bien-être au quotidien et puis les résultats sportifs, ça a été de très, très, très belles années. Voilà. C'était toi personnellement sur le terrain aussi, tu dis que c'est le bien-être, c'est tactiquement, il y avait quelque chose qui. Ouais, il y avait un 4-3-3 qui était bien précis, une animation qui était bien précise. Euh, donc, c'était clair. Voilà. Et puis après, dans le travail au quotidien, c'était plaisant. Donc, franchement, c'est des bons souvenirs. Ouais, c'était, Là, on voit quand même un beau parcours avec pas mal d'entraîneurs, parce que tu as changé quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 clubs quand même. Donc, on va dire qu'en termes d'apprentissage, et puis tu n'as pas eu n'importe qui comme entraîneur non plus, c'est des sacrés personnages. Donc, je pense que déjà là, en termes d'expérience, tu as dû retenir pas mal de choses. Autant passer par Giroud et passer par un Denis Troche et tout ça. Donc, je pense que ça amène une sacrée expérience. J'ai retenu des choses, mais en fait, je j'ai pas encore cette vision de coacher après, en fait. J'ai Tu n'étais pas dans cette optique-là, j'ai non? j'ai l'impression, quand j'arrête, en fait, je vais utiliser une expression, j'ai eu l'impression un petit peu d'être un mouton, quoi. C'est-à-dire que je faisais ce qu'on me demandait de faire. Ouais. J'avais pas cet esprit encore, peut-être, d'analyse pour beaucoup de choses. Voilà. Et je me rappelle même un jour avec Fred, on s'était attrapé, avec Fred Antonetti, on s'était attrapé un jour dans le vestiaire et il m'avait dit, mais tu verras quand tu seras entraîneur. Donc lui pensait que j'allais aller vers ce métier-là. Et moi, je lui avais répondu sèchement, mais je j'ai pas envie de faire ton métier. Voilà, dans les années futures, j'ai pas envie de faire ton métier. Ça, Voilà. Bruno, je suis sûr que ça t'est arrivé toi aussi de parler à des joueurs et à dire à des joueurs, tu verras quand tu seras de l'autre côté de la barrière. Non, ça t'est jamais Ouais. arrivé de choper un mec Si, si, ça m'est arrivé quand je jouais. Alors, je n'ai pas eu la carrière Ligue 1, hein, mais pareil, de dire, de toute façon, je ne ferai jamais ça, quoi. Donc, comme quoi, bon, Ouais, c'est ce qu'on on ne dit. sait jamais, ça peut venir subitement, ça peut venir avec le temps, mais moi également, je ne me voyais pas du tout faire ça. Ouais, c'était pas une. Bah, par contre, après, là, on voit Lilian, au niveau du poste, en reculant, déjà en étant formé attaquant, bah, tu avais une vision du jeu bah, d'attaquant, donc on t'apprenait surtout à être finisseur, tout ça. Mais au fur et à mesure que tu recules, donc, bon, normalement, si tu recules, c'est que tu avais une bonne vision du jeu, c'est que tu étais capable de prendre le jeu. Donc tout ça, ça veut dire que tu avais quelque part une analyse qui était bonne. Donc ça devient intéressant. Souvent, enfin, je dis pas que souvent les entraîneurs n'étaient pas des attaquants, mais ça veut dire que tu avais quand même une bonne lecture du jeu et tout. Donc peut-être que tactiquement, déjà, tu commençais à avoir tes idées ou ta façon de faire, elle était déjà en toi, quoi. Tu avais déjà ça, quoi. Disons que ce que j'avais, enfin ce que je développais, c'était le projet de jeu de l'entraîneur dans sa vision, dans ce qu'il attendait des joueurs, dans la relation des joueurs les uns avec les autres. Le déplacement d'un joueur devait provoquer la course d'un autre. Un espace qui s'ouvre, on va l'occuper. Enfin voilà, je développais toutes ces choses-là, mais on n'a pas l'impression de. Enfin, il a fallu que j'arrête de jouer pour à un moment donné me dire, mais en fait, je comprends maintenant pourquoi j'ai fait tout ça en fait, ou pourquoi Ouais, c'est ça. pourquoi on me demandait tout ça. Mais quand on est joueur, je sais pas vous, je sais pas Bruno si toi aussi tu l'as ressenti comme ça, mais en fait, on a l'impression de mettre en place ce que les gens nous demandent, parfois sans y mettre une grosse réflexion qui pour moi aujourd'hui serait souhaitable de la part des joueurs avec lesquels on travaille, quoi. Non, non, bah, tout à fait. Ouais, ben, Quand on est joueur, typiquement, toi. on agit, hein, on respecte les consignes, on agit, et puis bah, on doit réaliser aussi sur le terrain. Donc, on n'a pas. Voilà, faut qu'on pense à nos consignes, à ce qu'on nous a demandé, et on essaie d'appliquer au mieux. Mais après, il y a aussi la réalisation, l'instant T. Donc, c'est vrai que sur le coup, nous, voilà, c'est plutôt joué. Et c'est vrai qu'après toutes ces années, on se rend compte que finalement, voilà, c'est quelque chose qui est mis en application et que finalement, on se retrouve un peu aussi de ce côté entraîneur lorsqu'on était joueur, Ouais, c'est dans ça. dans les analyses. Oui, entre les conseils qu'on recevait et que nous, on essayait d'appliquer. Mais quand tu réfléchis, comme tu l'as dit, Lilian ou Bruno, c'est vrai qu'après, avec le recul, tu t'aperçois que tu adaptes
Ça bug, Philippe. Qui fait que ça bascule. Philippe, tu nous entends? C'est bizarre, ça. Philippe? Il doit y avoir la tempête là-bas. Là. Ouais, je pense, ouais. Alors, carrément, Non, en mais fait, vous m'entendez, moi, ça marche. Hein. plus tu remontes au classement et plus tu as des interférences, hein, j'ai l'impression. Mais c'est ça, la connexion. T'aurais dû rester en bas. Là, c'est bon, ça marche. Ouais, non, là, je disais que plus les entraîneurs, donc quand on est joueur, on essaye de respecter ce qu'on demande, mais ce qui fait la diff souvent, c'est. Vous m'entendez là? on Ouais. t'entend et ça coupe. C'est bizarre parce que moi, ça marche bien de mon côté. Un sacré réseau. Hein. Ouais, c'est bizarre quand même. J'ai la fibre, c'est pas normal. Ah, t'es connu pour ça, par avoir un sacré réseau. Apparemment, j'ai un sacré réseau, ça c'est clair. Et oui, ce que je disais, c'est que les joueurs, ils essaient d'appliquer ce que l'entraîneur demande, mais ce qui fait la différence, c'est souvent le joueur qui amène sa plus-value dans la réflexion de l'entraîneur. C'est celui-là qu'on recherche. Le joueur qui fait que du bête et il fait que ce qu'on dit, souvent celui-là, bon, à un moment donné, et on lui dit, bah, vas-y, apporte-nous un peu plus, quoi, quand même. C'est bien ça qu'on recherche, non? Bruno, tu as déjà eu des cas comme ça, non? Étant joueur, je pense pas qu'on est là. Je pense pas qu'on se dise j'ai fait plus que ce qu'on m'a demandé ou donc en fait Ouais, mais là, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, c'est que tu fais en sorte que tu aimerais bien que tes joueurs le fassent aujourd'hui. aujourd'hui, mais j'aurais aussi bien aimé avoir cette réflexion-là pendant que j'étais joueur et peut-être que j'aurais Oui. appris encore plus à ce moment-là. Voilà. Et donc, c'est bien, Ouais, c'est bien un petit plus que tu apportes là. Et Bruno, je pense qu'il est même dans la logique. Ouais, après, on peut pas être et avoir été. Donc, Ah non, voilà, c'est pour ça. Ça s'appelle après, le joueur, l'ADN, elle est là. Quoi. Tu faisais référence aux joueurs qui apportent un plus. Après, tactiquement, le joueur qui déjà vraiment applique les consignes à l'aide, quelque part, tu es satisfait. C'est au niveau de état d'esprit. Après, qu'est-ce qu'on recherche? On cherche tous le joueur qui gagne le match. Après, c'est autre chose. Le joueur qui t'apporte la. J'étais pas celui-là, Bruno. Donc, après le parcours français, parce que tu as fait un beau parcours français déjà, ben là, tu pars à l'étranger, donc découvrir autre chose. Pourquoi l'étranger? Pourquoi l'étranger? Déjà parce que, comme j'ai dit précédemment, j'ai été énormément marqué par mon passage à Bastia. J'avais une personne au club avec qui le courant ne passait pas très bien. Et donc, dans la renégociation du contrat, on n'était pas sur la même longueur d'onde, puisque j'ai eu quand même une proposition qui m'avait été faite, mais qui ne me convenait pas. Voilà. Et j'avais des opportunités sur l'Italie ou sur l'Angleterre. Et j'avais pas la volonté de retourner dans une autre équipe en France. Voilà. D'où le fait de choisir de partir à l'étranger puis de vraiment tenter une autre expérience. Voilà, connaître un autre championnat, un autre football, une autre façon de travailler, puisque bon, à l'époque, l'Italie, c'était connu pour les très longues séances. Voilà, c'était la grande Juve, c'était beaucoup de boulot, beaucoup de tactique. Donc, je me suis dit, je vais aller faire un tour là-bas. On va bien voir ce que ça va m'apporter. Donc, la découverte de l'Italie, ça a donné quoi en termes Ça a été très compliqué les 3 premiers mois parce que très, très grosse charge de travail. Et pourtant, j'étais pas quelqu'un qui était dans le dur à ce niveau-là, mais très, très grosse préparation. Donc j'ai mis 2 mois ou 3 mois avant de sortir la tête de l'eau ou du moins de me sentir en capacité d'exploiter mes capacités footballistiques. Et puis après, je venais de signer dans un club, le Chievo Vérone, qui jouait à la Coupe d'Europe. Donc à l'époque, et le joueur pour lequel j'étais venu doubler le poste, c'était Simone Perotta, qui devient aussi international italien. Donc une équipe qui tourne bien. J'ai joué une dizaine de matchs dans la saison. Donc ayant déjà une trentaine d'années, c'est pas ce que je recherchais. J'avais besoin de beaucoup plus de temps de jeu, mais par contre j'ai appris énormément, surtout sur l'aspect tactique. Voilà, l'Italie, à ce niveau-là, c'était même parfois, je dirais parfois des séances ennuyantes qui duraient très très longtemps
et des 11 contre 0 pour attaquer, partir d'un but, aller attaquer l'autre sans opposition pendant 1 heure de temps, répétition, répétition, répétition. Voilà, ça a été enfin, j'ai pas spécialement apprécié le travail que j'ai vécu là-bas en Italie. En plus, c'était la période, la période 2000, on va dire 95 jusqu'à 2005 où le calcio est au top. Et je crois tu as eu Luigi Del Neri comme coach. Voilà, j'ai eu Gigi Del Neri comme coach, ouais. Les séances, elles étaient réputées pour être très longues, oui. Bah, c'était long, mais c'est surtout c'était partout pareil, parce que même Zidane, quand il arrive à la Juve, il raconte aussi la même chose. C'était des grosses séances de musculation. C'est ça que j'allais te poser comme question, parce que là, par rapport à nous qui ne connaissons pas ce genre de championnat, et à chaque fois on entend parler de la différence ça n'a rien à voir avec la France. Quand je vois les clubs que tu as fait, le parcours que tu fais en France, en arriver à dire que dès la première année en Italie, c'était hyper dur pour toi, bah, je me dis, c'est quoi que tu faisais que tu trouvais dur en fait? Déjà, c'est la musculation et énormément de pliométrie 2 fois par semaine des séances de plio, des très lourdes charges. La préparation, je me souviens, on est parti 3 semaines en stage en montagne. Et là, on faisait, donc sur les 3 semaines de temps, on avait des 1000 mètres en montagne, donc avec de la montée et de la descente. Voilà. Où on est monté quand même jusqu'à 9000 mètres sur une séance. Voilà, donc temps de travail, temps de récup. Et donc, on est parti à 3000. 2 jours après, on faisait 5000. 2 jours après, on faisait 7000. 2 jours après, on faisait 9000. Et arrivé en haut de la pyramide, on est redescendu. 2 jours après, on faisait 7000. 2 jours après, on faisait 5000. 2 jours après, on faisait voilà, 3000. Et ça, c'était entrecoupé. Les jours où on ne faisait pas ces courses-là, on était sur de la course en côte. Et quand je dis côte, c'était de la côte, c'était des sprints, c'était voilà. Puis tout ça accompagné par 3 séances par jour. C'était chargé, mais énorme. T'as pas eu de blessure? T'as pas été blessé? J'ai pas eu de blessure. Par contre, je suis allé voir le docteur à un moment donné en disant, bon docteur, je suis un peu fatigué quand même. Donc voilà, mais j'arrivais pas à. Est-ce que les Italiens, eux, étaient fatigués aussi? Ou est-ce que non, les Italiens n'étaient pas fatigués. Non, eux, ils avaient, c'est leur culture, ils avaient l'habitude du travail. Voilà, moi, c'est vraiment le fait de passer d'une méthodologie à une autre, surtout en musculation. Cette méthode-là, moi, j'ai lu un petit peu des trucs dessus. Et il disait que la méthode italienne de l'époque offrait moins de blessures qu'aux nouvelles méthodes actuelles. On voit qu'on a beaucoup d'associés, par exemple. Et il disait que la dissociée avait beaucoup moins de blessures. C'est possible. Moi, je me blesse sur la fin de saison. Je me fais une blessure au mollet. J'ai un claquage au mollet. Mais j'ai pas eu d'ennui toute la saison. C'est-à-dire que j'ai eu du mal à assimiler la méthode. À encaisser, ouais. Voilà. Mais une fois que j'ai assimilé la méthode, j'avais l'impression de voler. Voilà, c'est ce que j'allais te poser comme question. Ton ressenti une fois que ce cycle de travail fait, comment tu t'es senti après sur le terrain? Bah, après, une fois que ça commence à décharger un peu et puis que le championnat commence, voilà, les séances sont moins nombreuses et puis on commence à récupérer du gaz et puis et je me suis senti bien, même si pour moi, quand on voit aujourd'hui ce qui se passe, je dirais dans les clubs avec les prépas athlétiques, je pense qu'on a quand même vachement avancé. Et je pense que la pliométrie, j'en avais pas spécialement besoin plus que ça en fait. Donc j'ai tapé beaucoup sur des choses où il aurait mieux valu, je pense, que je travaille beaucoup sur des appuis, de la fréquence plus régulièrement. Mais bon, ça m'a aussi apporté quelque chose. Je me rappelle Hugo Maranza, qui était à l'époque notre préparateur athlétique en Italie, qui m'a dit j'aurais aimé te rencontrer plus jeune, on aurait pu faire de bonnes choses ensemble. Voilà.
Bon, il m'a déjà apporté beaucoup sur la période où j'étais là-bas. C'était la première fois que je rencontrais un préparateur physique autant exigeant. Ouais. Bon, là, tu découvres carrément autre chose, difficile en plus, et basculer ensuite sur l'Angleterre, alors ça donne quoi? Bah, là, par contre, j'arrive sur l'Angleterre où je m'aperçois que, en fait, je ne vais pas dire que la tactique n'a plus lieu d'être, mais c'est le jeu à gogo, quoi. C'est le plaisir, c'est l'entraînement, je dirais, c'est beaucoup de jeu, c'est peu de tactique. Le coach attend des joueurs qu'ils apportent leur connaissance. Enfin, dans le club dans lequel j'arrive à l'époque avec Mickey Adams, c'est un peu le ressenti que j'avais. Je pense que c'est le contraste entre ce que je viens de vivre Ouais. et ce que je retrouve en arrivant en Angleterre, quoi. Voilà, c'était beaucoup de jeux, c'était beaucoup de sourires sur les visages de tous les joueurs au quotidien. C'est totalement différent. Et Totalement différent. contraction, des contractions totales, quoi. Je vais pas dire des contractions totales, mais en tout cas, le joueur anglais ou le joueur, je dirais, écossais, irlandais, parce que le football anglais est rempli de tous ces joueurs-là. Il n'y a pas besoin de motivation une fois qu'il arrive sur un terrain, il est motivé, il vient pour s'entraîner, il vient pour jouer, il vient pour s'amuser, et puis il donne le maximum, il donne le max. Voilà. Une approche différente. Ils ont une Totalement perception différente. différente. Ouais, ils ont une perception différente. Ouais, totalement différente. Totalement Les, différente. les convocations, c'était toujours les jours de match? J'avais rendez-vous, match à 15h, j'avais rendez-vous à 13h au stade avec ma trousse de toilette. Le kitman nous amenait les chaussures, il nous amenait tout. Et en fait, on arrivait à 13h, on avait mangé chez nous. On avait mangé chez nous et puis on arrivait juste pour juste pour le match. Et quand on partait au vert, il n'y avait pas d'obligation de manger tous ensemble le soir à 19h. Les joueurs pouvaient descendre manger entre 19h et 21h, ou alors le jour du match, quand on était au vert, on pouvait aller manger à 11h, on pouvait aller manger à midi. C'était autonomie totale. Voilà. Mais je pense que ça a changé maintenant depuis, parce que bon, c'est la période Wenger qui commence quand même à amener des idées différentes dans le football anglais et beaucoup plus de rigueur sur le. Wenger et Houllier à Liverpool qui ramènent une autre méthode. Tout à fait, tout à fait. Ouais, des méthodes bien différentes. Mais bon, encore une fois, en termes d'apprentissage, même pour toi, ça te donne des idées sans doute. Non, là, tu commençais peut-être à cogiter un peu, non, de ce que c'était, ce qu'on te faisait découvrir. Ça te donnait des idées un peu pour toi, peut-être. Ouais, en fait, ce qui se passe, c'est que le passage en Italie où j'ai la tactique en pleine tête à chaque fois, en fait, et là, revenir sur le football anglais où j'ai l'impression que, en fait, on nous laisse la possibilité de s'exprimer totalement, je me dis qu'il faut arriver à trouver le juste milieu quand même. Voilà, parce que entre la liberté de jouer et puis de mouvement comme on a envie sur le terrain, même si c'est un peu exagéré ce que je dis là, et puis la rigueur italienne, je commence à me construire sur le fait de dire il faut arriver à trouver un équilibre entre le jeu, mais aussi de la tactique, parce que c'est important. C'est important. Donc là, au final, tu as fait 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tu as fait 8 ans à l'étranger, une année en Italie et donc 7 ans en Angleterre. Donc, pareil, là, tu as pas mal tourné, tu as eu pas mal de clubs aussi. Donc, ça fait quand même beaucoup de clubs pour un joueur sur une carrière, je trouve. Donc, en termes d'apprentissage, c'est clair qu'on ne peut pas dire que tu n'as pas pris un peu partout des idées. Et c'est ça qui va devenir intéressant. Donc, après, tu reviens à Bastia. Tu fais une année à Bastia, donc de nouveau. Et là, tu bascules entraîneur après cette année-là. Et là, alors, dès que je rentre d'Angleterre, je vais au CA Bastia. Donc avec Antoine Emanuele et Stéphane Rossi. Voilà. Donc, et je commence à passer mes diplômes. Parce qu'en fait, j'ai eu l'envie pendant mes années anglaises de commencer à passer mes diplômes, mais j'avais eu une personne de la LTN qui m'avait dit tes diplômes anglais ne seront pas validés en France. Donc, j'avais
pas trouvé l'intérêt de les faire là-bas. Donc, par contre, dès que je rentre, j'ai la volonté de commencer à passer mes diplômes. Voilà, et donc, j'arrive au CA Bastia. Je continue à jouer avec, à l'époque, c'était National 2. Voilà, donc je pense que Chambly est dans notre groupe cette année-là. Bruno, dis-moi si je me trompe. Non, en national. On était ensemble en national. On a été ensemble en national. Ah, j'avais eu l'impression d'être allé jouer aussi là-bas Non, non, en C'est national. quelle année ça, Lignan? Pour moi, c'est 2009-2010. Ah ouais, non, non. Je crois que National 2, tu es dans le groupe de Drancy. Oui, tout à fait, tout à fait, Ouais, c'est ça. tout à fait. Mais je pensais que Chambly. Ah non, on était en DH à cette époque. Ouais. Ah, tu vois. Alors dans ces cas-là, Il avait déjà amorcé les Bruno montées. était en bas, il était en train de monter depuis 2-3 ans déjà. Il était en train de remonter. Ouais, non, nous, on a joué Bastia en 2014, notre première année en national. 2014. Mais tu parles du CA ou tu parles du sportif? C'est à CA Bastia. Bastia. Ok. Ouais. C'est à Bastia et quand on était en national 2, nous, on a joué Calvi. Enfin, c'est le seul club corse qu'on avait joué jusqu'à là. Okay. C'était Calvi? Calvi en national 2. Ouais. Avec Didier Santini. Ouais, Didier, oui, tout à fait. Donc voilà, donc en fait le retour, là j'ai encore envie de jouer parce que je suis passionné du jeu, mais en même temps je passe les diplômes et puis je prends la responsabilité de toute l'école de foot, voilà, redynamiser un petit peu le club. Antoine me demande de redynamiser un petit peu le club chez les jeunes. On va faire venir des licenciés, restructurer au niveau des éducateurs. Donc voilà, c'est une année très très riche. Voilà. Et cette année-là, je prends une équipe, je prends les moins de 15 ans en fait. Voilà. Je prends les moins de 15 ans et j'arrive à. Alors, je travaille avec quelqu'un sur l'équipe parce qu'il y avait des fois je pouvais y être, des fois je pouvais pas y être. Donc c'était un peu délicat avec les matchs le week-end. Voilà. Et je fais 2 ans comme ça jusqu'à arriver ce qui est aujourd'hui le DES en fait. Donc, en 2 années, je passe tous les diplômes. Et puis là, Stéphane me demande de venir travailler avec lui. Donc, le club est en National 2. Donc là, pour être adjoint, on est d'accord. Pour être adjoint avec lui, ouais, tout à fait. Donc, tu as fait équipe de jeunes et tu n'as pas coaché au niveau senior, on est d'accord. Tu as basculé. J'ai eu les 15 ans. J'ai eu les 15 ans l'année d'après. L'année d'après, j'ai arrêté de jouer et j'ai pris les 19. Voilà, donc j'avais les 19 ans. Et après, non, j'ai pas coaché au niveau, au niveau senior. Voilà. Mais Stéphane, Stéphane étant fonctionnaire et travaillant au conseil régional, en fait, les obligations qui étaient demandées à l'époque sur des temps pleins pour les coachs, lui, il n'avait pas la possibilité de le faire. Donc c'est pour ça qu'il m'avait demandé de venir travailler avec lui et puis de couvrir le club par rapport aussi à. Voilà. Ouais. Voilà. Donc c'est mes premiers pas avec les seniors en tant qu'adjoint avec Stéphane. Ouais. Et là, ça t'étais dans ce. Tu avais bien une idée en tête de venir dans ces rôles-là et d'apporter. Franchement, j'ai pas l'impression d'avoir avancé avec des idées bien précises en fait. C'était les opportunités, c'était le moment d'une vie, c'était la rencontre, c'était qu'est-ce qui m'arrivait, c'est-à-dire une fin de carrière. Qu'est-ce que je peux faire maintenant, voilà. J'ai jamais voulu trop prévoir les choses. J'ai surtout voulu les vivre fortement. Voilà. Et quand le projet me plaisait, c'est comme ça que ça débute avec Stéphane quand il vient me voir. Le projet me plaisait, donc là j'ai dit bah, écoute, on va partir. Voilà, on va essayer. Et puis je vis ma première expérience d'adjoint avec Stéphane, donc cette année-là. Et là, tu rebascules de nouveau sur des clubs que tu avais fait joueur. Donc, ouais, bah après, on vit des super années avec Stéphane parce on fait la National 2, on est promu en National. Après l'année de National, on est promu en Ligue 2. Et puis après, on vit une année de Ligue 2, bon, qui est, ma foi, compliquée, mais quand on connaît
quand on connaît les moyens du CA Bastia et les infrastructures, on était déjà monté très haut, donc ça a été difficile. Ça a été difficile, une année difficile, surtout quand on est compétiteur. Voilà, on a du mal à accepter ces saisons-là, mais on a essayé de bosser du mieux qu'on pouvait. Et puis bon, ce qui devait arriver arriva. On a été relégué à la fin de la saison. Et puis moi, je dirais, m'étant un petit peu aperçu de toutes les limites du club et puis ayant quelques sollicitations, j'ai décidé de partir. Voilà. Encore une fois, tu prends ton pied encore une fois avec le club de Bastia, quoi. Il y a vraiment un... Ouais, disons que je m'aperçois que souvent, j'ai quand même parfois besoin de la mer à côté de moi. Ça, c'est quelque chose d'important. Parce que même en Angleterre, quand j'ai été sur Plymouth, j'ai vécu des très bons moments. Non, mais à part ça, non, franchement, voilà, Bastia, pour moi, ça a été mes premières expériences. Je me suis senti très investi parce que j'ai eu aussi, j'ai connu tous les jeunes. J'ai des éducateurs qui sont venus me rejoindre pour travailler. On avait une équipe d'éducateurs au sein du club où on s'est régalé. Et puis en plus, on a vécu des résultats sportifs qui nous ont, voilà, qui m'ont permis de vivre un rêve dans mes premières années en tant que coach, quoi. Voilà. Voilà. Oui, c'est sûr que pour 4 années au Bastia avec des montées comme ça et refaire vivre des émotions à un club complet, supporters et tout, tu as dû retrouver ce que tu as ressenti, toi, joueur, dans ce club-là. Je pense que tu as dû ressentir ça en tant qu'entraîneur en plus. Donc, ça, c'est là que c'est intéressant, quoi. Ben, je me suis surtout dit, en fait, après le football, on a encore la possibilité d'avoir des émotions à travers, même si on n'est plus joueur, on les vit aussi, on est en possibilité de les vivre aussi fortement en tant qu'éducateur ou en tant que coach, voilà, en fonction du rôle. C'est ça qui fait des fois les carrières d'entraîneur, c'est quand on s'aperçoit qu'on peut prendre plaisir réellement, même en étant entraîneur. Et comme disait Bruno, c'est quand tu vois ou quand tu mets en place des choses et que tes joueurs arrivent à les faire. Et tout ça, c'est ça qui est, je dirais, bandant pour les entraîneurs. C'est quand tu vois que tu arrives à faire ou à inculquer des choses à ton effectif et que certains joueurs qui ont des profils intéressants, tu arrives à les rendre encore meilleurs et qu'ils adhèrent à tes principes. Ça, c'est top. Bruno, toi, alors on va parler à l'historique. Bruno, qui a fait, bien sûr, lui... c'est X montées. Combien de montées, Bruno? 7, je crois. 7. Donc là, on peut parler d'une histoire de fou. D'arriver à faire ça. Toujours le même club, Bruno. Chambly tout le temps. Et que là, qui voulait te voir. Non, il n'y a pas de club. Ils construisent le club et en plus, ils font monter jusqu'en Ligue 2. C'est énorme. Encore une fois, c'est comme quoi, quand c'est structuré ou qu'on veut. J'écoutais bien Lilian par rapport au Stade Bastia. Bon, on connaît bien, parce qu'on l'a bien fréquenté. Et puis, on a grandement sympathisé avec Stéphane et Antoine sur la durée. Et voilà, c'est des clubs qui pourraient se ressembler parce que je connais très bien là-bas les moyens, Herbajolo. C'est dans l'ombre du Sporting là-bas et c'est compliqué. Et c'est vrai que nous, à Chambly, ça a été un peu pareil, quoi. Il n'y a pas beaucoup de moyens, c'est un petit bled. Il a fallu faire avec les moyens du bord. Mais bon, c'est extraordinaire ce qui a été fait avec les moyens du bord. C'est un peu l'histoire de Bruno, c'est un peu ce qu'a fait Giroud avec Auxerre aussi. Partir de l'ADH. Voilà, partir de l'ADH. Oui, c'est ça. Les Bruno, il part de plus bas encore, parce qu'il part de district. Et arriver à faire venir des joueurs déjà à Chambly, c'est pas évident. Puis si en plus, tu n'as pas les moyens, tu n'as pas les infrastructures et tout, c'est encore c'est un réel exploit. Donc, non, il y a des similitudes entre les clubs. Oui, c'est ça, ouais. Construire. Et donc, vas-y. Les premières années, en fait, c'est ça qui me... Moi, c'est ça qui m'étonne dans ce que je vis avec Stéphane et avec Antoine. C'est cette volonté de se dire que c'est toujours possible. Et pourtant, comme l'a dit Bruno, il y a le Sporting qui est là et il y a le Sporting qui marche dessus tout le temps.
Et en fait, ils n'ont qu'une seule idée en tête, c'est de dire on va faire des choses, on va y arriver. Parce qu'ils sont partis de très loin tous les deux. Ils sont partis de. Le club était en DH, Stéphane, il l'a fait monter en National 3, après, il l'a fait monter en National 2, après, il a vécu la Nationale, il est monté en National, monté en Ligue 2. Donc, c'est pareil, eux aussi, tous les deux, ils ont vécu des choses, mais ils se sont toujours dit que c'était possible. Et même en Ligue 2, quand on est à la Noël, ils y croient tellement fort qu'ils reparlent d'un recrutement presque d'une moitié d'effectifs. Parce qu'ils veulent y croire et parce qu'ils veulent se battre et ça pour moi ça m'a appris énormément. Ça m'a appris énormément parce que je me suis dit on peut être dans des clubs avec peu de moyens, mais on peut nourrir une volonté forte d'y arriver. Voilà, donc pour moi ça a été ça m'a appris beaucoup. D'ailleurs, Stéphane, il me semble qu'il est revenu au Sporting quand ils étaient en National 3, d'ailleurs, il n'y a pas si longtemps que ça. Il les fait remonter aussi jusqu'en National 2. Tout à fait, tout à fait. Reprennent, ouais. Tout à fait. La première année est difficile, mais la première année est difficile parce qu'il arrive et je crois qu'il doit rester 8 joueurs au Sporting. Ouais, c'est ça. Et puis après, l'année d'après, il recrute ce qu'il veut recruter et là, il remonte en National 2 et puis après, il est démis de ses fonctions en National 2 alors qu'il est troisième du championnat. Il vient juste de perdre un match contre Sedan, je crois, à domicile. Non, il perd contre Saint-Maur à 9 et il perd dans les dernières secondes et juste après le match, il est démis de ses fonctions. C'était à la 5e ou 6e journée. Et je crois qu'ils avaient perdu Sedan le match d'avant. À domicile, ouais, 1-0, ouais, à domicile. Mais il était deuxième. Hein. Ouais, deuxième, oui, il était là. Troisième, troisième. Mais on se rend compte que des gars comme ça, que ce soit Bruno, que ce soit toi qui est resté attaché à la Corse, Bruno à son club et Stéphane à Bastia, c'est qu'on est souvent marqué, on est marqué par ces clubs-là. Donc, il y a toujours un retour aux sources, j'ai l'impression. Toujours envie de faire des choses, des exploits avec son club. Et en plus, c'est peut-être plus facile parce que tu connais l'ADN du club et tu t'y corresponds. Peut-être que tu as les atomes crochus pour aider des clubs comme ça. Encore une fois, c'est comme Bruno avec Chambly. Voilà, le club, il est créé. L'ADN, c'est Bruno. L'ADN, c'est son club et il sait ce qu'il peut en faire. Et voilà, après, c'est usant d'être entraîneur pour être Bruno et autres. Et après, c'est sur la durée, c'est se relancer. Et après, c'est que d'autres aient confiance à donner la main. Et puis Bruno, ben voilà, il est dans le cas où lui aussi, ben, aujourd'hui, il attend un projet. Maintenant, c'est toujours pareil, c'est attacher l'identité d'un entraîneur à un club. Ça a du bon et pour d'autres, ça a du moins bon. Maintenant, c'est vrai que c'est con que Bruno, on ne lui donne pas l'occasion de montrer ce qu'il vaut. Parce que quand tu fais ce que tu as fait, Bruno, je pense que combien tu as fait d'années Bruno, combien tu as fait d'années successives? 20 ans. T'imagines, 20 ans. Avec une forme de pression, d'exigence. Et oui. Ça peut être. Tu finis essoré sur ça. Mais non, mais c'est. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est fatigant. Hein. Surtout quand tu perds. Quand tu en plus, Bruno, toi qui as. Tu es moins fatigué, dans le terrain ou sur le banc. Non, mais toi, en plus, qui est passé du monde pro où tu t'arraches la figure pour monter avec des mecs qui savent ce que c'est cela donner, tu bascules après dans un monde. D'un monde amateur, tu bascules après dans le monde pro où les mecs sont payés à jouer au foot et qui ne viennent pas peut-être pour le club, mais ils viennent parce qu'ils ont le contrat. Là, tu bascules dans un autre coaching aussi. C'est encore autre chose, le monde pro. Il faut s'adapter. Hein. Après, c'est bien. On voulait tous découvrir ça et on a réussi à le faire, mais après, il faut s'adapter. Oui. Et ça fait partie du jeu. On sait qu'après, il y a des contrats, il y a de l'argent, il y a des gens qui sont. Ça, ouais. Alors après, je ne dis pas qu'ils sont touristes parce que sinon, ils ne seraient pas venus. Parce que des contrats, il y en a ailleurs. Donc, il y a quand même des gens qui étaient intéressés aussi par cette identité, cette façon de faire. Mais c'est sûr qu'on bascule dans. Voilà, c'est un monde professionnel. C'est des contrats, c'est de l'argent, c'est chacun a sa carrière, c'est plus amateur, donc il faut s'adapter. Ça a des très bons côtés. Oui. Bah, de toute façon, toi, tu as retenu et appris beaucoup de choses. De toute façon, s'il y en a bien un qui a appris des choses, c'est toi. Hein. Quand tu vois tous les niveaux que tu as passés et que tu as réussi, bon, c'est clair qu'en termes d'expérience, c'est énorme. Quoi. En termes même de partage, ça peut que être top. Quoi. Lilian, quand mais c'est sympa.
Pardon. Excuse-moi. Non, non, je disais, quand tu récupères les 19 au CA Bastia, tu les récupères en régional ou en nationaux? Je récupère en régional. Régional, ok. Ouais. Donc, ça veut dire que tu Alors, passes aussi par un cursus, tu passes par un cursus ligue aussi. ouais, je suis en fait, je te dirais même les 19 l'année d'avant, je crois que c'est une entente entre deux clubs. D'accord. Donc en fait, quand je récupère les 19, il faut recruter des gamins, il faut reconstruire une équipe. Voilà, c'est en fait, si tu veux, euh, le CA Bastia a très souvent, alors dans les années où j'y suis moi, le CA Bastia était surtout l'équipe première, l'équipe phare, et Ouais. Antoine était à bloc là-dessus. Et vu la région bastiaise, entre le Sporting Club de Bastia, entre Fouriagne, entre la Piève d'Ilote, entre l'Étoile filante bastiaise, entre la JB, il y avait tellement de clubs qui s'occupaient des jeunes que Antoine il avait laissé un petit peu aller à ce niveau-là. Donc, c'est ce qui m'avait réclamé 2 ans avant la reconstruction des choses. Et quand, au bout de la première année, on remet en place des 19, on remet en place des 17, et ben, on commence à avancer. Mais on sait très bien qu'on est à des années-lumière de retrouver des championnats nationaux. Et Ouais, parce que en plus, tu es dans le même groupe qu'avec. S'ils descendent, tu es avec Bastia et Ajaccio qui remontent à chaque fois, même quand ils descendent. tout à fait, tout à fait. Donc, et puis, comme je te dis, d'où on arrive, on sait très bien qu'on est on est loin de tout ça. Donc, mais on avait récupéré une bonne petite génération. On a passé une bonne saison. On n'était pas loin d'y arriver quand même. Je ne sais pas si on serait monté parce que après, dans le décompte des points, cette année-là, c'est Fouriani qui monte. Ouais, C'est ouais. Fouriani qui monte en 19. Ouais, c'était les 13 meilleurs en France sur les 21 ligues qui montaient. Voilà. Voilà, il y avait le règlement. Ouais. C'est ça. Mm. Voilà. Mais Donc, ça m'apprend beaucoup sur le coaching. Ça me met vraiment dedans, en fait. Voilà. Ouais. Enfin, les entraînements, le management avec les gamins qui, voilà, il faut toujours être un petit peu derrière, il faut toujours entre le bâton et. Ouais, c'est les jeunes adultes. Voilà, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Mais franchement, j'ai vraiment apprécié, j'ai vraiment apprécié. et là, dans le rôle d'adjoint, donc après, tu bascules. Donc, après les années Bastia, tu bascules Laval. Ouais, Là, ouais, ouais, tout à fait. Donc là, je rencontre Denis Anco. Donc Denis, bah, voilà, c'est un cursus dans les centres de formation entre de directeur de centre avant, aujourd'hui entraîneur, donc entraîneur en Ligue 2. Donc c'est énormément de connaissances, une très forte exigence sur l'aspect technique. Voilà, donc et puis après, même sur tous les exercices qu'il met en place, j'ai appris aussi énormément à ses côtés. Mais avec lui, je suis pas dans le rôle où voilà, je mets en place quelques exercices, mais c'est pas le rôle que oui. je peux occuper aujourd'hui, quoi. Voilà, je suis enfin, je dis toujours, enfin, pour moi, l'adjoint, il prend la place qui lui est laissée libre Oui. par le patron, quoi. Voilà. Si le patron a besoin encore d'être sur le terrain, a besoin encore de vivre ces moments, ces choses-là, il va demander à son adjoint de faire certaines choses et pas d'autres. Enfin, il n'y a pas de frustration, il n'y a pas de problème, mais je pense qu'en tant qu'adjoint, on est là pour que le numéro 1 se sente dans les meilleures conditions et qu'on aille tous ensemble de l'avant, quoi. Voilà. Donc moi, je suis dans mon rôle, je suis content de faire ce que je fais. Il me demandait de faire beaucoup de vidéos, il me demandait de présenter l'adversaire quand arrivaient les week-ends. Mais après l'entraînement, Denis, c'est un homme de terrain, donc il adorait ça, il adorait réfléchir sur les séances, il adorait échanger là-dessus. Enfin, c'est une passion forte. Oui, c'est ça. C'est là où je pense qu'il y a le côté être entraîneur adjoint, c'est quand même un métier aussi à part par rapport à un entraîneur principal, je pense. Parce que souvent, bah, les entraîneurs que tu as eus déjà, toi, c'est entraîneur à caractère fort, tout ça. C'est vrai que c'est pas simple de se poser sur des adjoints, surtout quand on n'a pas été dans ces rôles-là. Mais c'est vrai qu'être adjoint, ça ne doit pas être si simple que ça. Quand tu as peut-être un peu trop de caractère ou un peu trop d'envie débordante. Donc, il faut savoir rester à sa place. Et c'est vrai que ça ne doit pas être si simple, hormis quand tu es comme toi, quelqu'un qui
qui est capable de prendre la place qu'on lui donne et puis tu restes dans ton rôle, quoi, c'est tout, quoi. Mais c'est vrai que ça dépend ce que tu recherches aussi, quoi. Ouais, tout à fait. Mais moi, après, comme je dis, je suis tombé dans des projets. Une fois que j'ai décidé d'y aller, j'y vais. Voilà. Ouais. Et par contre, je sais pour quelle raison j'y vais, je ne vais pas m'amuser à changer de mon fusil Oui, d'épaule ou à faire autre chose. Ou, voilà, je fais les choses à bloc avec lui. Je suis à fond derrière lui et puis j'essaye de donner le maximum de choses que je connais, de partager, voilà. Donc, Est-ce que tu peux avoir, en tant qu'adjoint, de la frustration quand, par exemple, des choses ne marchent pas super bien et que toi, tu penses avoir une idée qui peut apporter? C'était facile de dire ce que tu en pensais ou donner ton point de alors, vue ou garder une frustration un peu, ça peut être dans l'école, dans le rôle d'adjoint, ça peut avoir son sens d'être un peu frustré aussi des fois peut-être. non, je pense que j'ai toujours donné mon point de vue, ça c'est une certitude. Ouais. Euh, D'ailleurs, parfois on est arrivé à des mots qui pouvaient monter un petit peu dans l'échange, Ouais. voilà. Mais par contre, j'ai toujours donné mon point de vue, mais après, j'ai jamais imposé quoi que ce soit. C'est-à-dire que j'estime que l'adjoint, il est là pour exprimer ce qu'il ressent par rapport à son expérience. Et après, le patron, c'est le patron. Il y a pas à discuter. Voilà, il n'y a pas à discuter. C'est juste que j'échange avec toi sur mon ressenti. Ça, je pense que c'est pas bien parce que ceci, parce que cela. Et puis c'est tout. Mais après, aucunement, il y a la volonté d'écraser ou de prendre la place ou de dominer par rapport à une situation délicate de résultat ou quoi que ce soit. Non, jamais, jamais de la vie. Jamais de la vie. Oui, objectif, apporter d'autres idées et être aussi, des fois, moi je sais que j'aime bien aussi, des fois qu'on me perturbe dans mes choix. Alors, pas en étant intransigeant dans la demande, mais par contre que quelqu'un vienne me donner son point de vue et que ça m'amène, moi, à me dire, ah, en fait, c'est pas bête ce qu'il dit. Et du coup, ma première réflexion, elle peut être amenée à de nouveau cogiter par rapport à ce qu'il m'a dit, même si ça ne me fera peut-être pas changer d'avis, mais au moins, il m'a perturbé dans ma réflexion. Et je trouve que c'est ça que moi, j'attends en tous les cas de gens qui m'entourent, c'est qu'ils m'apportent justement des plus-values dans leur réflexion, mais aussi qui me perturbent dans mes choix. J'aime bien qu'on m'amène quelque chose qui me fasse me prendre la décision. Ça, c'est mon. Ça dépend moi, je dirais ça dépend de la personnalité du coach numéro un. Ça dépend de la personnalité du coach numéro un parce que tout dépend comment tu lui amènes les choses, tout dépend comment lui aussi, quelle place il prend surtout, parce que tu as des entraîneurs, moi j'en parlais il n'y a pas si longtemps que ça avec Karim Ziani par exemple, et il m'expliquait qu'à Lorient, Gourcuff, il faisait tout de A à Z. Oui, oui, moi j'avais entendu ça aussi. Voilà, donc si tu es là, toi, en tant qu'adjoint, quelle place tu as? Donc, c'est compliqué. Moi, je sais que par approche, j'ai eu des adjoints et je faisais très, très attention à leur laisser aussi un peu de place parce que Oui, il faut. Oui. de par notre personnalité, de par le fait que on aime être sur le terrain et on aime concevoir des séances, les mettre en place, mais il n'y a que l'expérience qui va te permettre de prendre ce recul-là. Je pense que plus on avance avec l'expérience, plus on prend de l'âge Oui, et plus on est calme et plus on est dans l'attente. ouais, plus on prend du recul et plus on est dans le partage. Mais c'est vrai que quand on débute, au départ, on est rarement dans le partage. Oui, oui, c'est vrai. Bruno, toi quand tu as t'as eu adjoint, hein, quel rôle t'attendais de ton adjoint, toi? Alors, suis bien d'accord avec ce que vient de dire Ined. Et plus on rentre un peu dans l'âge, on a tendance à un peu plus voilà, se compter sur son adjoint qui prenne des bonnes parties de séance. Et puis, ça, voilà, ça permet d'avoir un peu de recul, d'observer, de voir des choses différentes. Et puis, ça permet aussi de lui laisser une place, d'exister, d'être au contact des joueurs. Voilà, donc la place de l'adjoint, elle est hyper importante dans la conception de la séance, dans l'animation de la séance. Et puis après aussi je dirais, dans les relations avec les joueurs. Et je pense qu'il faut une transition avec les joueurs. C'est lui qui te remonte des choses. Ils vont passer par le numéro 2 ou par le kiné. Donc, voilà, chaque personne dans le staff a son importance. Mm.
Eh oui. Lilian, toi, là, donc, tu as fait ces années-là, et donc, aujourd'hui, tu es à Lens, donc tu retrouves Franck, que tu avais connu à Laval, c'est ça, hein, il Ouais, me semble. 80, ouais, on a joué ensemble 95, 97. Donc là, ça fait combien de temps que tu es à Lens, là, maintenant? Depuis que Franck a pris la place? Ouais, Entraîneur. depuis que Franck a pris la place, il m'avait téléphoné au moment où il prend le poste en Ligue 2 pour la fin de la saison. Et puis, en fait, avec l'arrêt Covid, il se passe rien. Et donc, quand le club arrive en Ligue 1, il m'a rappelé et c'est à ce moment-là que j'arrive. Voilà. Donc là, un binôme qui se connaissait sur le terrain en tant que joueur, vous vous retrouvez ensemble, amis, je suppose, Amis dans la vie, ça c'est sûr. mondial. Après, on arrive par contre où on se retrouve enfin, dans un domaine où on sait pas, on n'a jamais travaillé ensemble, donc on connaît plus ou moins les idées des uns et des autres parce on a quand même beaucoup partagé sur le jeu et puis sur nos métiers, mais on ne sait pas comment ça va se passer. Donc voilà, c'est la découverte, c'est la découverte. Après, Qu'est-ce- la force, moi, ce qui m'amène dans le projet, c'est surtout Franck, c'est-à-dire c'est surtout l'humain. Je sais que lui, s'il propose un challenge comme ça, c'est quelque chose de très intéressant. Je sais qui il est, je connais ses idées, je sais où il veut aller, et donc c'est voilà, c'est Aujourd'hui, c'est hyper motivant. aujourd'hui, aujourd'hui, avec Franck, tu es donc adjoint terrain. Aujourd'hui, quelle est ta part dans les séances aujourd'hui? Euh, Est-ce que au début de saison, est-ce que il a une philosophie de jeu, il sait vers quoi il veut aller, il vous dit vers quoi il veut aller, il dit quel genre de profil de joueur il veut, est-ce que tout ça c'est dans sa tête, il sait ce qu'il veut? Est-ce qu'après il le pose un peu sur la table avec tous les adjoints et vous, il vous laisse apporter des solutions d'entraînement, des réflexions? Comment ça se passe? Alors, il y a des choses, il y a des choses où parfois il va venir en discuter, il y a des fois il en parle pas. Mais parfois ça peut lui arriver de venir discuter de certains joueurs. Des fois, il y a des joueurs qui arrivent au club. Je ne vais pas dire qu'on n'a pas été mis au courant. On l'a su à un moment donné, mais il a pas eu le besoin de poser des questions ou de savoir ce que le staff en pensait. Voilà, c'est pas toujours blanc ou c'est pas toujours blanc ou noir. Voilà, dans le mode de fonctionnement. Par contre, c'est quelqu'un qui laisse énormément, je dirais, de liberté aux gens qui travaillent avec lui, avec, par contre, une surveillance toujours, parce il sait très bien qu'il a besoin d'être là au-dessus et de regarder tout ce qui se passe. Mais après, nous, que ça soit, puisqu'on travaille avec KU qui est adjoint aussi, avec Hervé Secli qui est adjoint, avec un pôle performance, il nous laisse mettre en place, je dirais, toute la séance. Et puis après, il arrive, il vient, il regarde. Et puis, s'il a envie de modifier une consigne ou s'il a envie de voir autre chose dans la séance par rapport à ce qui a été prévu, il va s'exprimer. Mais aujourd'hui, il vient, il regarde tout ce qui va être fait et puis après, il est sur la séance à fond, concentré sur les hommes, concentré sur le jeu, sur ce qu'il voit. Et puis après, il nous laisse animer. Je ne vais pas dire il nous laisse animer parce que lui aussi anime puisqu'il est là autour et qu'il a des choses à dire et c'est normal qu'il les dise, bien entendu. Mais par contre, voilà, il arrive sur le terrain, il laisse dérouler les choses. C'est un entraîneur actif. Franck, il a la même perception du jeu et de ce qu'il met en place, que ce soit en National 2 ou en Ligue 1. Moi, je retrouve exactement les mêmes principes. Je l'ai joué, je l'ai eu comme adversaire et c'est un gars qui a la même envie, qui a la même envie d'emmener son équipe vers l'avant. Après, moi, ce que j'ai vu surtout, c'est que quand il est monté de National 2 à Ligue 1, il y a la quasi-totalité de son staff qui est monté avec lui à cette période-là. Non, mais Donc, il est comme ça. C'est-à-dire voilà, que ça te donne l'homme que c'est. voilà, il veut avancer avec tout le monde, il veut que tout le monde progresse, il veut que voilà, il est dans le partage, il est dans l'échange. Il souhaite que les gens qui travaillent avec lui se forment, apprennent, voilà, qu'on partage beaucoup de choses. Non, mais c'est au quotidien, c'est hyper plaisant, c'est hyper enrichissant.
Ouais, ça, il Et il est comme ça avec nous, comme il est avec ses joueurs. C'est-à-dire que même avec ses joueurs, il est dans l'échange, il est dans le partage, il leur pose des questions, il leur demande comment il voit les choses, il a ses cadres de vestiaire où c'est très très souvent, il leur demande leur avis pour prendre des décisions aussi. Donc c'est très très ouvert. C'est une question que je te poserai à toi et je poserai la même question aussi à Bruno pour faire profiter un peu tout le monde. Comment vous agissez, vous, avec vos cadres? Est-ce que, bon, je me doute qu'ils ont une place particulière, mais dans l'approche, est-ce qu'il y a une forme d'exigence qui est beaucoup plus accentuée envers vos cadres ou vous êtes plutôt plus exigeant avec les plus jeunes et puis les cadres, on les ménage un petit peu? Vas-y, Bruno. Tu parles dans l'effort des séances, tout ça Non, pas forcément que. Oui, enfin, ça peut être dans le jeu, ça peut être dans le jeu, ça peut être dans les séances, enfin, ça peut être dans plein de domaines. Mais est-ce qu'il y a une forme d'exigence plus avec les cadres qu'avec les autres? Alors, après, pour ma part, c'est quoi un cadre? C'est un des leader d'équipe. Voilà, Ouais. les leaders, on va dire. Donc, souvent, le leader de l'équipe, il n'a pas 22 ans. Donc, la semaine, il sait gérer. Faut que tu laisses aussi peut-être se gérer. Il ne va pas te péter les flammes 5 jours et arriver le week-end peut-être être cuit. Donc, lui, par contre, c'est un leader que tu attends le week-end. Et là, tu seras très exigeant avec lui. Tu considères qu'il est capable il se connaît. À contrario, les jeunes qui jouent un peu moins, tu les pousses plus parce que tu es exigeant avec eux la semaine, parce que voilà, ils sont en devenir. Et puis le week-end, tu vas être plus indulgent selon ce qu'ils vont faire parce qu'ils sont en devenir. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que ça se passait. Ouais. Toi, Lilian? Écoute, moi, je vais te répondre surtout concernant Franck, parce que je regarde comment Franck fonctionne avec les cadres. Il est autant exigeant avec ses cadres qu'il fait venir dans son bureau. Il en a 4-5 sur la séance d'entraînement qu'il ne va l'être avec les jeunes. Voilà. Mais après, comme disait Bruno, je pense que ça dépend aussi du type de joueur à qui tu as affaire, quoi. Je pense que tu as décrit un petit peu, Bruno, tu as décrit un petit peu le joueur vraiment leader techniquement, capable de gagner des matchs, mais qui est peut-être pas trop impliqué dans le collectif, alors que je pense que nous, il a dans ses leaders des joueurs qui savent qu'ils sont performants dans le collectif. Voilà. Ils ne sont pas individuellement en capacité de faire des différences et de faire gagner l'équipe à eux tout seuls. Donc, je pense que ça facilite aussi. Déjà, eux ne se mettent jamais dans la facilité à l'entraînement. Ils sont toujours en train de s'investir à bloc et donc à montrer l'exemple aux autres. Et ce qui permet de. Mais j'ai déjà entendu mettre des secoués à des leaders en pleine séance à l'entraînement. Oui, parce que le cadre, il est valable pour tout le monde. Non, mais oui, tout à fait. Bien entendu. Mais un cadre, théoriquement, si c'est vraiment un de tes cadres, un de tes leaders, un de tes hommes de confiance, normalement, il fait la séance. De toute séance. façon, le mec, dans la semaine, tu as ton travail qui est fait. Voilà, On est d'accord. On est d'accord. Tu n'as pas besoin de lui tomber dessus, alors que je me suis vu vraiment pousser les jeunes, vraiment bien sûr. aux fesses parce que faut qu'ils se bougent, parce qu'ils ne savent pas encore. Or, vraiment, si c'est tes cadres, bon. Ils savent se gérer, ils se connaissent. Ça peut arriver, là, Lilian, il fait référence à Franck sur. Parfois, ça peut arriver, mais. Et puis, parfois, c'est peut-être fait aussi un peu exprès, comme ça. Oui, pour montrer à tous que tout le monde. Vous voyez, tout le monde est à la même enseigne. Ouais, c'est ça, c'est le cadre. Voilà, le cadre, il est pareil pour tout le monde. Moi, j'ai une question par rapport à ce que j'ai vu donc, au niveau des prestations de Lens. Et là, du coup, ça te correspond, en tous les cas, par rapport à toi en tant qu'adjoint et ce que vous proposez aux entraînements. Moi, ce que je t'ai déjà dit hors antenne, c'est vrai que je regarde vraiment beaucoup plus le championnat étranger et l'Espagne notamment. J'ai trouvé sur les prestations de Lens vraiment des ressemblances avec quand même, pour moi, l'intensité et les efforts de toute l'équipe. Tout le monde fait les efforts ensemble. Et j'ai trouvé que dans tout ça, il y avait une chose qui m'a marqué, que j'aime bien, c'est la technique. J'ai trouvé peu de déchets dans les efforts où il y a de l'intensité. Même dans les courses rapides, j'ai trouvé très peu de déchets techniques, ce que je trouve qu'on voit un peu, voire beaucoup dans le championnat de Ligue 1. Et j'ai trouvé au niveau de Lens cette notion de technique de base très propre, arrêtée, en mouvement et même à haute intensité.
Et j'aimerais savoir si vous faites beaucoup de travail sur ces techniques de base, les contrôles passes, les choses basiques, mais qui sont répétées et qui sont maîtrisées. Alors, je sais qu'après, on va montrer les exercices, dont le circuit de passe, mais ça correspond, je trouve, à pas mal de choses, quoi. Je pense qu'on doit passer. Alors, les échauffements, il y a du travail seul ou il y a du travail à deux. Généralement, les échauffements, c'est du 3x4, 3x5 minutes. Ça dépend des jours de travail. Donc, il y a un petit peu de travail de ça à ce moment-là. On passe généralement entre 2 voire 3 circuits de passe dans la semaine. Donc, on va retrouver aussi à ce moment-là cette technicité, même si je pense que l'objectif des circuits de passe, quand on les met en place, il va plus loin qu'uniquement la technicité, même s'ils doivent l'amener dans la relation des joueurs, mais on est aussi beaucoup plus sur la compréhension des déplacements et des mouvements les uns par rapport aux autres pour arriver à une finalité. Donc, j'ai pas l'impression, je pense pas qu'on en fait plus qu'ailleurs. Par contre, on a un process d'entraînement. Je dirais, donc on est sur de l'associé. On a un process d'entraînement où on est 80% du temps avec ballon, 80% dans des jeux, 80% du temps sur du 10 contre 10. Donc obligatoirement, il y a une synchronisation entre les joueurs qui se crée et je pense que parfois, les temps d'avance qu'on gagne sur la connaissance du partenaire ou de son déplacement ou du joueur qui joue à côté, elle nous amène aussi à un gain dans la capacité à tenir mieux le ballon. Dans les circuits de passe, vous partez du plus simple et vous apportez des aménagements au fur et à mesure pour pousser peut-être les joueurs à avoir une réflexion, une complexité. Vous le faites souvent quand tu dis 3 fois 5 minutes. Donc, c'est dans ce sens-là? Non, parce que généralement, alors le circuit de passe, quand on est sur, généralement, une veille de match, par exemple, on est sur 3 fois 3 minutes de circuit de passe. En fait, ça remplace l'échauffement. Mais l'échauffement pur dans une semaine d'entraînement, il y a un échauffement pur où là, c'est le prépa physique qui met un joueur, 2 joueurs, 3 joueurs, il commence à mettre en relation sans objectif de déplacement par rapport à ce qu'on va vivre dans la séance derrière. Après, par contre, nous, on arrive parfois sur des circuits de passe où là, on amène déjà le joueur dans une réflexion de fixation, dans une réflexion de tomber dans la largeur, dans une réflexion d'ouvrir un espace pour venir l'occuper par un autre. Et là, c'est des circuits de passe différents de ce qui est fait. Mais par contre, on recherche toujours l'exigence et la bonne intensité en fonction des passes qui sont réalisées. C'est-à-dire une passe qui va traverser un intervalle, on va attendre qu'elle soit forte. Une passe qui va sur une fixation, un décalage, on va attendre qu'elle soit bien pied. Si c'est un jeu dans l'espace, c'est de la réalité. Voilà. Donc, voilà. Et après, c'est des circuits de passe qui sont amenés pour qu'on retrouve derrière dans les jeux des situations identiques. Ouais. Je vais partager les circuits donc, pour les gens qui regardent. Donc, c'est vrai que pour avoir vu différents matchs, mais surtout avec l'exercice que tu m'as donné, je trouve que ça correspond vraiment avec ce qu'on voit dans la réalité de vos matchs. Et il y a une chose qui me plaît bien, moi, c'est ce qu'on a parlé avant, c'est la notion de joueurs qui vont casser des lignes ou passer des lignes, et un défenseur qui est capable d'aider à la finition, un milieu qui rentre, qui est capable d'éliminer les lignes par un appel, et qu'on retrouve par la finalité à la zone d'attaque. Et donc, du coup, c'est des joueurs qui viennent mettre le surnombre dans les lignes, et je trouve que ça correspond au jeu que vous produisez. Donc là, je partage. Hop. Donc, on va parler déjà de celui-là. Je te laisse le commenter. Ouais. Donc là, en fait, on est dans notre. Ah, celui-là, c'est le jeu. Ok. C'est sur le jeu. Ouais. Alors ça, c'est notre jeu musculaire généralement, on le fait très souvent le J-4. Donc toujours dans l'idée d'être toujours en structure, c'est-à-dire 10 contre 10. Après, ramener un joker en plus. Donc là, vous voyez, en fait, il y a des lignes de hors-jeu différentes pour une équipe et pour l'autre. C'est-à-dire que l'équipe qui attaque dans un sens, la ligne la plus haute sera la ligne de hors-jeu et inversement pour l'autre équipe. Il y a une obligation sur celui-ci, avant de pouvoir attaquer le but adverse, de faire 6 passes dans sa zone. L'objectif, c'est d'obliger l'équipe à se structurer
pour avoir des joueurs dans les bonnes zones et pouvoir mettre la continuité au jeu, tout en sachant que généralement, on est 10 contre 10 plus un joker avec le gardien. Donc, quand on est en possession sur les 2 premières zones, on est à 12 contre 10. Voilà, donc ça amène aussi un surnombre. Une fois qu'on... Les autres... Excuse-moi, Ahmed, vas-y, dis-moi. Excuse-moi, Lilian, le joker, il est libre en termes de toucher ou… Alors, généralement, sur ces jeux-là, on est à 3 touches pour tout le monde. Le joker, il va être à 2 touches. Ok, donc il a une touche en moins. Voilà. Après, par contre, on est capable, en fonction, généralement, on fait 3 séances, peut-être parfois 4 séances. On est capable de faire évoluer, quitte à finir le jeu en étant libre complètement et en jouant juste avec les lignes de hors-jeu, en fait. Okay. Ouais. Il n'y a plus d'obligation de passe, mais au départ, on a quand même cette obligation de passe pour obliger la structure. Voilà, obliger la structure. Pour permettre aussi à l'autre équipe, puisque ça, c'est aussi un des principes forts du coach, c'est mettre le pressing et chercher à défendre en avançant. Donc, le fait d'avoir 6 passes à se faire, ça permet aussi à l'adversaire d'avoir un temps pour chasser. Ouais. Si sa chasse est bonne et qu'il récupère le ballon dans la première zone, en l'occurrence une zone de 16,50 mètres par 50 mètres de large, enfin, ou peut-être un peu moins, parce que généralement, on ne prend pas toute la largeur du terrain. Notre jeu, il est beaucoup plus resserré dans la largeur. On fait à peu près entre 40-44 mètres de large. Donc, s'ils récupèrent dans la première zone et qu'ils vont marquer un but, leur but, il sera doublé. Donc, ça leur favorise la volonté de récupérer le ballon. S'ils récupèrent dans la zone médiane et ils peuvent directement aller attaquer aussi. Voilà. Donc, ça leur permet d'attaquer directement. Leur but ne sera pas doublé. Par contre, s'ils font une récupération médiane ou une récupération basse, ils sont obligatoirement obligés de refaire 6 passes. Okay. Sauf si la première passe franchit la première ligne. Okay. C'est-à-dire s'ils ont vraiment la volonté à la transition de rejouer rapidement. Ouais, attaque placée ou attaque rapide avec une construction par 6 passes ou le contre rapide par la première possession, la première récupération. Voilà. Et tu t'enchaînes. Et après, la notion qui est importante aussi, c'est la notion que tu as mise, c'est la notion depuis la zone basse, tu peux basculer avec plus 1 joueur dans la zone du milieu. Et si tu montes encore d'un cran, tu bascules avec plus 2. Ça, c'est intéressant parce que ça ressemble vraiment à ce qu'on a vu dans des différents matchs. C'est que tu apportes toujours une supériorité et ça veut dire que tout le monde est impliqué. Ce n'est pas juste l'attaquant qui attaque, c'est tout le monde peut attaquer. Et même un défenseur qui bascule dans la zone du milieu peut enchaîner dans la zone d'attaque. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est que ça favorise le surnombre et surtout l'attaque avec la volonté d'aller vraiment marquer ensemble, tous ensemble. C'est ça que je trouve, ça correspond à ce que j'ai vu en match, quoi. En doublant, vas-y, je t'écoute. En doublant le but sur une récupération haute, tu t'incites aussi à aller presser voilà, sur deux lignes et d'aller presser haut. C'est l'objectif. En fait, là, leur bloc… La ligne, tu es toujours sur 2. Voilà, la première zone, elle fait 16,50, la deuxième zone, elle fait 12. Ça veut dire qu'ils ont un bloc sur 28 mètres. 28 mètres, ouais. 28 mètres, ça reste court. Voilà, et ça lui permet d'être hyper actif. Et plus l'obligation de faire 6 passes, ça leur permet toujours d'avancer, même s'ils ont un ballon qu'ils ont récupéré bas, qu'ils ont perdu suite à une passe un peu plus longue. Ils récupèrent très, très rapidement. Et puis, ils ont aussi cette volonté d'aller chasser très haut, en fait. Voilà. Donc, en fait, on retrouve dans le jeu tout ce qu'on fait, nous, de l'obligation de structure dans la sortie de balle avec les 6 passes. Et si on veut tenir le ballon, il va falloir obligatoirement qu'on soit bien structuré. Donc, c'est ce qu'on voit sur les images entre des joueurs dans les intervalles, de la fixation haute avec nos pistons, et puis après, ce pivot qui sert de relation, plus le jock qui nous facilite obligatoirement la fluidité du jeu. Et puis aussi nos gardiens qui sont, je dirais, de bons joueurs pieds aussi. Et qui font le joueur supplémentaire dans la possession. Donc forcément, là, étant donné que tu es sur 2 lignes, forcément, tu crées toujours de la densité pour ressortir les ballons sous pression. Toujours. C'est très rare dans la semaine qu'on joue sur un terrain qui fasse 68 mètres de large. Ok. Ouais, voilà. Okay. On est très souvent avec 2 lignes de hors-jeu. L'objectif des 2 lignes de hors-jeu, même si elles sont autour de la médiane, alors je sais, c'est différent parce qu'un joueur, il a la vision d'une ligne de hors-jeu et parfois ça va créer des choses, mais l'objectif en fait, c'est de réduire la taille des terrains en profondeur et d'accentuer la répétition des situations
puisque à partir du moment où le terrain se raccourcit, les joueurs ont la sensation d'avoir moins d'efforts à faire pour avancer, pour défendre, ou pour sprinter, pour reculer. Et donc en fait, le jeu garde beaucoup de vie, en fait. Oui, ça favorise les petites passes et les échanges rapides. Si tu vas trop sur la largeur, que le terrain, tu utilises trop la largeur, bah, du coup, tu fais des passes plus longues, donc plus lent, rythme plus lent. Le pressing il sera plus compliqué et pas bon parce qu'il sera hors but. Donc, tout ça, c'est intéressant. Même par rapport à ça, typiquement, ce genre de jeu, pour les entraîneurs qui écoutent, si vous le faites dans des catégories plus jeunes, l'importance de mettre des limitations de touches, de passes plutôt, c'est que ça favorise que les joueurs ne basculent pas directement d'un bloc du bloc bas au bloc au milieu, au bloc attaque, comme beaucoup de jeunes feraient, parce qu'ils se diraient, bon, moi j'y vais, je vais tout droit et je passe vite dans l'autre zone. Le fait de favoriser, de mettre des règles comme la notion de passe ou même de touche, bah, favorise justement à ce qu'il y ait cette pression de conserver sous une pression avec cette rapidité d'exécution, rapidité d'avoir vu le jeu, et c'est ça qui est recherché, plus que de faire des courses, aller vite marquer. Et c'est là que les règles interviennent et que ça devient intéressant. Et d'où ce que tu as dit, sur la durée, une fois que c'est maîtrisé, tu enlèves quelques règles et normalement, les joueurs, ils ont pris le jeu en main, ils ont compris, ou en tout cas, ça devient une habitude. Et là, du coup, après, les règles peuvent être enlevées. Vous apercevrez que les joueurs ont maintenu la notion de 2-3 passes, la notion de X touches. Et c'est ça qui est recherché, je pense, dans ce jeu-là. Non, c'est intéressant. Et surtout, conservez bien, je trouve, moi j'aime bien, c'est la notion de +1, zone basse, milieu, et +2, zone milieu, zone haute. Ça, je trouve, c'est une bonne idée, ça. Dans tous nos jeux, la zone haute est toujours la zone où s'il y a récupération dans cette zone, plus but derrière, c'est doublé tout le temps. Doublé. Voilà. Donc, comme on est toujours sur des blocs, quand on est en possession, par rapport aux lignes de hors-jeu, on est toujours sur des blocs qui peuvent aller sur un jour de musculaire de 24 jusqu'à le maximum, je pense qu'on puisse faire, c'est 36 mètres avant d'avoir une ligne de hors-jeu, en fait. Donc, ce qui fait que il y a plus d'espace quand il y a 36 mètres et on s'aperçoit que les intentions du pressing elles sont différentes, ou du moins elles doivent être beaucoup plus organisées, beaucoup mieux organisées que quand il n'y a que 24 mètres, parce que 24 mètres, on peut chasser, si on arrive à mettre la densité côté ballon, on va en gratter des ballons. Voilà. Mais quand il y a 36 mètres et qu'on commence à courir dans tous les sens sans organiser le pressing, on peut quand même se faire traverser, surtout par rapport à, je dirais aujourd'hui, à l'habitude qu'ils ont des jeux et à la maîtrise technique qu'ils ont sur le jeu, quoi. Bruno, t'en penses quoi, toi, de ce jeu? Non, c'est un jeu que je faisais également. Tout à fait, très bien. Très bien. Enfin, moi alors, tu parlais, Philippe, de plutôt apprendre à sortir ballon sous pression, mais après, ça peut être inverse. Ça peut être aussi, j'apprends plutôt à récupérer bien haut et finir. Oui. Ça dépend de ce que tu recherches. Oui, exactement. Mais je pense qu'il y a les deux. Enfin, le plus intéressant dans ce qu'on propose aux joueurs à l'entraînement, c'est ça, pour moi, c'est d'arriver à retrouver le maximum la totalité de ce qu'est le football, quoi. La totalité de ce qu'est le football, même si on a tous des sensibilités différentes. Il y a des joueurs, il y a peut-être des coachs qui chercheraient plus rapidement à sortir de la pression et à sauter, et puis à finir plus vite en réduisant le nombre de passes pour marquer, ou voilà. Mais voilà, nous en fait, c'est par rapport au principe de jeu du coach, du projet de jeu, et puis voilà, donc c'est une question par rapport à ce que je vois là. Imaginons que l'équipe blanche attaque, comme c'est le cas, et oui. Donc il bascule avec 2 joueurs de plus, donc ça fait un 5 contre 4, plus le gardien, donc 5 contre 5, on va dire. Les bleus récupèrent le ballon en étant dans la zone basse pour eux et haute pour les blancs, donc 5 contre 5. On reste toujours dans l'idée de conserver 6 touches de balle, que ce soit 6 passes, ou tu dis la première, ils peuvent directement pas se basculer, donc on est sous la notion de contre, c'est ça? Est-ce qu'ils peuvent basculer sur une passe longue, directement sauter le milieu pour aller... Ça nous est arrivé de le mettre en fonction de ce qu'on avait vu sur le match précédent, s'il nous avait manqué de la petite profondeur. C'est-à-dire qu'on avait un bloc bas et on n'a pas assez animé les appels dans la profondeur
pour figer des joueurs adverses. Et donc, il y a une possibilité de le mettre et on va le mettre. En fait, on peut tout ramener dans les jeux. Oui, c'est ça. Les aménagements, tu les mets. Oui, Les aménagements, tu peux les mettre comme toi, tu as envie, et surtout par rapport aux joueurs. Bruno disait un truc très juste. Ça dépend aussi de ce que toi tu recherches, mais aussi ça dépend aussi de la qualité des joueurs que tu as aussi. Bien sûr. Tu as des joueurs sous pression, bah, c'est un peu compliqué, hein, quel que soit le niveau. Donc à un moment, bah, tu joues aussi avec les joueurs que tu as et puis tu les amènes vers quelque chose de beaucoup plus simple pour sortir de ces zones-là. Tu peux avoir un jeu direct sans forcément balancer un long ballon. Oui. Après, bien entendu, je pense que la mise en place des entraînements et des séances, elles sont obligatoirement en relation avec le projet de jeu du coach. Oui. Voilà, ce qui est mis en place ici, c'est en relation avec le projet de jeu du coach et ses principes de jeu. Mais après, il n'y a aucun problème. De l'adapter à ton équipe et à ce que tu recherches en tant qu'entraîneur. Mais cet exercice-là, avec différentes règles, peut vraiment apporter pas mal d'idées. Juste une question à Lilian. Notamment, je reviendrai sur un match moi, qui m'a un peu marqué, où vous avez été beaucoup en difficulté. C'était contre Marseille, à l'aller. Ouais. Et on a senti il y a eu un changement entre la première mi-temps et la deuxième mi-temps. Mais je trouve que c'est le match où vous avez été le plus en difficulté. Qu'est-ce qui vous a mis en difficulté dans votre projet de jeu par rapport à ce match-là? Alors, ce qui nous a mis en difficulté, je pense que c'est déjà Marseille a mis un très gros pressing très haut. C'est la première des choses. Nous, on a eu tendance à tomber très bas pour justement arriver à sortir de ça et amener pour moi trop de joueurs au ballon et en même temps favoriser l'équipe adverse à amener encore plus de joueurs sans avoir la capacité de sauter ces joueurs. Voilà, dans notre volonté de jouer et de produire, en fait, on s'est un petit peu noyé dans ce qu'on sait faire. Voilà. Et donc, à un moment donné, on n'a pas sauté la ligne qu'on aurait dû sauter, ou alors on a mal occupé, on était mal structuré, et donc on a mal occupé les intervalles qu'on occupe normalement et qui figent un petit peu l'adversaire et qui l'empêchent d'avancer. Voilà, donc c'est un petit peu toutes ces choses-là qui a posé des problèmes. Après, Franck, à la mi-temps, a parlé de ces points-là qui nous avaient posé problème. Et donc, ça nous a permis de voir une deuxième mi-temps où on a eu un peu plus de maîtrise, un petit peu plus haut sur le terrain. Voilà. Oui, anéantir le pressing par des fois des changements de jeu. Si vous aimez bien jouer, c'est allonger ou sortir du pressing. Ouais, ou même à un moment donné, on peut pas non plus sortir le ballon tout le temps au sol. Il y a des fois, il va falloir sauter la ligne. Voilà. Mais en même temps, il faut toujours, pour moi, être bien structuré pour pouvoir poser des problèmes à l'adversaire. Donc, qui dit bien structuré, dit nombre de joueurs, dit positionnement dans des intervalles. Voilà. Et ce jour-là, on a eu tendance à tomber beaucoup pour venir chercher le ballon, pour essayer de sortir. Et donc, d'amener encore plus de joueurs de l'OM à nous presser, ce qui a fait qu'en première mi-temps, ils doivent mener au score facilement. Voilà. Je bascule sur le deuxième. Donc, le deuxième, c'est des circuits de passe. Donc, moi, je les avais fait sur un demi-terrain parce que je pense que ça peut être fait aussi sur un demi-terrain. Mais après, toi, dans ta recherche, on basculera sur la notion de petits espaces beaucoup plus petits. Donc, il y a plus d'intensité, plus de rythme au niveau des passes. Donc, je te laisse l'expliquer déjà comme ça. Alors, ça dans l'idée, en fait, c'est on part avec, on imagine que le joueur A, c'est la source, le joueur B, c'est un pivot. Après, c'est tous nos joueurs dans le cœur du jeu étagés par rapport à une pointe haute, eux, qui est l'attaquant. Et donc, dans l'idée de ce circuit, c'est la connexion de tous ces joueurs intérieurs et aussi la notion d'attaque de la profondeur. C'est-à-dire que même si on est le premier joueur à être touché, le jeu va se dérouler et si on arrive à accrocher le défenseur sur un décrochage, il faut absolument qu'on vienne rattaquer la ligne derrière. Voilà. Donc là, l'idée, c'est de dire le premier joueur qui est touché doit être celui qui nous apporte de la profondeur. Après, on anime avec un appui soutien troisième et on retrouve un joueur lancé pour aller finir.
Voilà. Donc là, en fait, c'est notre structure à l'intérieur du jeu, puisque vous imaginez que si on rajoutait des pistons, on a des pistons dans la largeur. Donc ça, c'est ce qui va être réclamé par le coach dans le projet de jeu, d'un attaquant qui fixe la ligne haute, d'un deuxième attaquant qui est capable de venir s'étager, comme nous fait un Flo Sotoka. Et puis après, nos deux joueurs au-dessus de nos deux enfin, on a un des deux milieux qui avance, on a le pivot qui reste, et puis on a notre autre joueur qui s'étage. Voilà. L'idée, c'est ça, en fait. L'idée, c'est de dire... Mais attends, je te montre Imed, parce que du coup, il y a 3 évolutions. Ouais. Mais ce qu'il faut retenir sur les 3, je trouve, c'est cette notion de le joueur qui finit l'action n'est pas l'attaquant obligatoirement. C'est un joueur qui a été utilisé dans la gestion de passe de départ. Et lui, qu'on oublie souvent quand on est adversaire, vient perturber dans ta ligne, dans le milieu et dans la finition, par le biais du décrochage de l'attaquant qui attire un défenseur ou autre. Et du coup, les espaces que ça libère, ce n'est pas un joueur proche, c'est un joueur qui a été utilisé en début de cycle de passe qui intervient. Et c'est ça que je trouve intéressant. Et franchement, contre le PSG que j'ai regardé, j'ai trouvé que ça correspond vraiment, parce que c'est ça que je trouvais vraiment intéressant, c'est que dans les efforts qui étaient faits de toute l'équipe, je trouvais vraiment bon, donc la notion de technique de base qui était vraiment très très bonne pour moi, à haute intensité comme à basse intensité. Mais par contre, dans les appels, je trouvais vraiment que les joueurs étaient tous concernés et que beaucoup allaient dans ce genre de circuit. Et je trouvais que c'était vraiment perturbant pour l'adversaire de voir des joueurs qui n'étaient pas dans leur zone arriver à toute allure là-dedans. Et c'est vrai que j'ai trouvé ça très efficace. Et surtout, vous étiez capable de le tenir pendant 90 minutes. C'est ça que j'ai trouvé vraiment très bon. Et ça, c'est le premier circuit. Là, c'est le deuxième. Donc, tu peux l'expliquer. Après, Imad, tu pourras voir avec Lilian par rapport aux trois trucs. Vas-y, Lilian. Bah après, c'est toujours le même. En fait, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que le premier joueur qui est touché, c'est le joueur qui va attaquer la ligne. Voilà. Donc c'est la ligne du dessous qui plonge, toujours la ligne du dessous qui plonge. C'est jamais l'attaquant sur ces exercices-là qui va nous donner la profondeur. En fait, c'est toujours le joueur du dessous. Donc après, soit on fait un appui remise, comme c'était le cas sur le schéma d'avant, soit on a un joueur qui tombe en dessous et qui va chercher rapidement un joueur haut qui s'est étagé, comme c'était le cas. Comme c'était le cas sur cette image-là, ramener rapidement du soutien au porteur, chercher le troisième joueur à l'intérieur et soit rejouer pour une déviation et après aller franchir la ligne. Voilà, cette notion d'amener aussi du 2 contre 1 sur le dernier défenseur, même si ils ont des joueurs potentiellement en capacité de réagir. Mais nous, quand on met en place ce circuit-là, c'est surtout le fait de dire le premier joueur touché va être le joueur qui va attaquer la ligne. Ouais, c'est ça. Voilà. Mais là, il y a un autre truc que j'aime bien, après Imad, je te laisse parler, c'est la notion, souvent dans les circuits de passe, on donne le ballon à des joueurs qui sont déjà en poste, on met sa coupelle et on donne le ballon au joueur qui a un endroit précis, il ne bouge pas. Apprendre à des joueurs à faire un appel dans le vide pour être une solution ailleurs, l'exemple du joueur D, ça c'est très compliqué à le faire prendre en compte par des joueurs. C'est comme la notion de faire des appels à vide et en faisant comprendre aux joueurs qu'en fait, il permet d'attirer des défenseurs et de libérer des nouveaux espaces. C'est des choses qui sont très compliquées, je trouve, à faire apprendre à des joueurs qui ont un manque de culture tactique. Et là, typiquement, le déplacement du dé, c'est pas simple pour les joueurs de faire ce déplacement, puisque le ballon est dans leur zone au départ où ils peuvent être touchés, ils peuvent être très bien une solution d'appui remise. Et là, on leur demande d'être d'un joueur qui va plutôt proposer une solution ailleurs que juste l'appui remise bête de départ. Et je trouve que ce genre de déplacement, une fois que tu arrives à l'inculquer à tes joueurs, ce déplacement un peu à vide au départ, je pense qu'il est très perturbateur pour les défenses une fois que les joueurs le maîtrisent, quoi. Imed ? En fait, c'est ce que j'allais poser comme question. En fait, là, tu as 2 types de déplacements. Tu as les déplacements à haute intensité, mais tu as des déplacements aussi qui sont positionnels aussi, qui permettent justement de fixer justement une défense à l'intérieur pour pouvoir libérer justement des espaces. Est-ce que sur ce type d'exercice, on peut imaginer aussi que tu peux le faire avec aussi tes pistons? Bien sûr. Et de faire participer tes pistons justement pour une finalité après sur des centres ou directement attaquer l'espace pour rentrer directement à l'intérieur. Tu as tout à fait raison. Après, ça dépend de plusieurs choses. Ça dépend du nombre de joueurs. Ça dépend de ce qu'on a vu sur l'adversaire.
Est-ce qu'ils vont être fragilisés sur les latéraux? Est-ce qu'ils sont fragilisés? Là, ce circuit de passe-là, il avait été mis en place parce qu'ils avaient les défenseurs centraux accrochaient fortement sur le décrochage de l'attaquant. Voilà. Donc, en fait, l'idée, c'était de dire à chaque fois qu'on va mettre un joueur dans leur interligne et qui va être, que le défenseur central va pouvoir agir, il va agir. Donc, il faut absolument qu'on aille attaquer le dos. Mais si on imagine que c'est un latéral qui sort fortement ou sur notre piston ou sur notre joueur intérieur, en l'occurrence C par exemple, et ben on va créer le circuit de passe où on va finir sur un centre. C'est-à-dire qu'on va on va ou trouver le piston, on va ou trouver le milieu qui peut plonger, c'est-à-dire une fois que ça a accroché, c'est le milieu qui plonge de l'intérieur, ou alors on peut aussi trouver le dé de l'axe qui part et qui plonge dans une zone. Voilà. Mais il y a en fait on part toujours d'une problématique de jeu pour mettre le circuit de passe en fait. Et après on essaie d'être le plus précis possible sur qu'est-ce qu'on attend des joueurs. Voilà. Donc comme disait Philippe, par exemple pour nous D c'est une course d'ouverture, c'est-à-dire que le joueur à un moment donné il vient pas au ballon, il tombe pas au ballon, il ramène pas les défenseurs, il ramène pas un peu plus de pression, il ouvre. Et là le milieu il doit se poser la question de se dire est-ce que je sors sur F ou est-ce que je recule sur, D? Et là, ça crée le mouvement et ça crée la problématique pour l'adversaire. Okay. Vous m'entendez là? C'est bon? Oui, on t'entend. Ouais. Ce que je voulais dire, c'était quoi? Oui, tu as dit un truc qui m'a interpellé là. C'est ce circuit-là, c'est un circuit que vous faites par rapport à la réflexion du jeu de l'adversaire ou c'est un circuit que vous voulez inculquer à votre équipe, peu importe l'adversaire? C'est quoi la réflexion de base? La réflexion de base, c'est que déjà notre structure, notre structure dans le projet de jeu, elle est pas immuable parce qu'elle peut quand même bouger. Oui. On peut passer des fois peut-être à un double pivot plutôt qu'à un seul pivot. On aura toujours nos pistons, donc ça c'est quelque chose qui bouge pas. Donc potentiellement on peut toujours avoir ce setup-là en fait. On peut toujours avoir un point haut qui fixe la défense. On peut toujours avoir 3 joueurs qui s'étagent dans les intervalles des 4 milieux si jamais il y a 4 milieux. Et donc on fige la ligne, on amène 5 joueurs sur une ligne de 4, donc ça va nous permettre de la franchir. Ça va nous permettre de la franchir plus facilement. Voilà, donc mais c'est le problème de jeu qui fait l'exercice en fait. Ouais. Mais par contre, nous, on déroge pas à la règle que on pense d'abord à quel est notre setup par rapport au système qu'on va jouer, et par rapport à ça, on met en place les circuits pour que les joueurs prennent des repères sur ce qu'il va falloir qu'on mette en place. Alors, comme je dis, avec des mannequins, c'est facile. Parce qu'il n'y a pas de mouvement de l'adversaire et le choix il est dicté par le coach, mais ça leur donne quand même des idées. Voilà, ça va. Donc le dernier des 3 circuits, donc c'est celui-là. Ouais, bah en fait c'est toujours pareil, la notion du premier joueur touché sera le joueur qui va plonger quoi. Voilà, avec toujours appui, soutien, traversée de la ligne de milieu, en imaginant que le milieu qui était à côté de F, ça dépend comment on regarde, là, je vais vous dire à sa gauche face au dessin, il est pris la décision de venir presser F, donc obligatoirement il y aura une ouverture d'intervalle, donc il y a la possibilité de le traverser derrière, de toucher un joueur, après décrochage de l'attaquant pour qu'il vienne être jouable et puis qu'il puisse ouvrir des espaces, un soutien qui vient au ballon et puis le premier joueur qui a été touché qui va attaquer la ligne dans le dos et qui amène un 2 contre 1 sur un central axe. Voilà. Après c'est de la littérature. Hein. C'est de la littérature, mais c'est ce qu'on ressent dans ces circuits-là, en tous les cas. Excusez-moi, Bruno, j'ai un gros réseau, mais t'as vu, putain, il déconne. Ouais, tu vois ça. Ah, mais ce qui était intéressant, je voulais revenir un peu sur la dernière. Voilà. Là, on a vu un travail où ça part toujours de la même source, ça part à droite. Ouais. Et il y a juste la structure avec les appels qui diffèrent. Donc là, on a une position axiale.
Tout à l'heure, on avait une position de droite. Ouais. Après, on peut imaginer aussi pour nos éducateurs, on a beaucoup d'éducateurs qui nous suivent sur les catégories de jeunes notamment. Moi, je leur dis souvent, c'est la notion d'espace qui diffère. Voilà, c'est-à-dire ils veulent créer des exos justement avec une finalité comme ça, il y a juste les distances à réduire. Voilà, on peut. C'est ça que lui, Lilian, là, moi, je l'avais posé comme ça sur un demi-terrain. Voilà, mais en fait, tu l'as posé sur un demi-terrain. Ouais. et en fait, il le fait plutôt comme ça, tu vois. Comme l'a dit Imed, si tu veux l'animer, la même chose, avec ton deuxième attaquant étagé dans l'axe, avec ton joueur côté qui est dans l'intervalle de leur ligne de milieu, entre le milieu et l'excentré, et la largeur occupée par ton piston, tu peux très bien l'animer côté et finir par un centre. Et puis après, une fois que tu en arrives à ton joueur axe, et tu peux l'animer en le finissant dans l'axe. Mais voilà, par contre, je dis toujours, ce qui me dérange, c'est qu'on a des mannequins où, parfois les joueurs à qui on fait le circuit de passe, ils inventent plus. Ils ont du mal un peu à identifier les choses, alors que nous, on sait très bien qu'on a mis demi-murs, on sait très bien qu'on a mis des excentrés. Voilà, donc c'est pour ça que je dis qu'il faut qu'on arrive à passer aussi les messages aux joueurs pour qu'ils aient des repères. Voilà. Donc des fois, je me pose la question en disant, si je mets toujours des mannequins bleus, ça sera les défenseurs. Si je mets toujours des mannequins jaunes, ça sera les milieux. Si je mets des mannequins rouges, ça sera des attaquants, pour qu'ils aient un visuel qui aussi leur parle, en fait. Ouais. Non, mais c'est intéressant. Moi, ce que je disais avant que ça coupe, c'était que dans l'ensemble des exercices, là, des circuits, ce que ça montre, ou en tout cas, c'est ce que je ressens moi, après, je ne sais pas, Bruno, ton point de vue, mais moi, je vois du mouvement. Je vois que les joueurs ne sont pas figés vraiment à un poste. En fait, ils sont juste en place au départ. Mais après, j'ai l'impression que dès que le déclenchement de l'action est déclenché par le départ, là, le A, tu sais qu'après, ça part, quoi. Et tu as vraiment les 4-5 joueurs qui sont dans l'action, qui participent à fond, quoi. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est que ce n'est pas figé, ce n'est pas un circuit où tu n'as qu'un joueur qui a la finition, qui va faire sa finition. C'est que là, tout le monde doit être concerné par l'action. Et c'est ce que réellement j'ai vu, et c'est que j'ai apprécié quand vous avez joué contre le PSG, par exemple. C'est que vraiment, j'ai senti que ce n'était pas un joueur qui fait la passe, il regarde après ce qui va se passer. Il participe, même en ayant fait la première passe. Il est dans la continuité de l'action et il va apporter une plus-value. Et ça rejoint l'exercice d'avant où il y a la conservation, où il doit, avec 1+1 et 1+2, et tu sens que ça apporte toujours une supériorité, et c'est le mouvement qui crée ça. Et je trouve que ça, quand c'est bien réalisé avec cette technique que je disais, qui pour moi m'a bien frappé quand je vous ai vu jouer, je trouve que ça marche entre le mouvement, la vitesse, après l'intensité que vous y mettez, et la technique qui est maîtrisée. Je trouve que oui, ça met en danger, et ça ne m'étonne pas aujourd'hui que vous soyez au classement deuxième derrière le PSG. Et c'est vrai que je trouve que ça correspond vraiment à ce que je vois sur le terrain en tous les cas. Bah, tu vois le nombre de fois où Medina se retrouve sur des appels plein axe. Ouais, exactement. Sur des situations de contre où il va faire l'effort jusqu'au bout parce qu'il n'a pas cette inquiétude qu'à la perte de balle, ce qui va se passer derrière, parce qu'il y a une réorganisation très rapide. Oui, c'est ça. Et on voit que dans le mouvement, tout le monde participe. Et à travers des exercices comme ça qu'on peut nous aussi proposer à nos éducateurs, de créer aussi un visuel dans le déplacement, de créer une coordination de déplacement aussi, et surtout de se regarder en même temps quand on se déplace. C'est là où c'est important. Et c'est vraiment important, un truc qui est vraiment important pour moi, surtout sur des exercices comme ça, mettez des bonhommes. Alors autant Lilian, il est bien d'accord qu'à ce niveau-là, ce serait des vrais joueurs, ce serait mieux pour les adversaires, mais dans les catégories de jeunes ou dans nos catégories, nous, amateurs, mettez des bonhommes, mettez des plots, des très grands plots, montrez quelque chose qui leur donne des repères, parce que quand vous mettez juste des coupelles, c'est pas motivant pour les joueurs, parce que ça donne pas une réalité de ce que vous allez retrouver. Et c'est vrai que dès qu'on met des bonhommes plastiques ou des trucs qui montrent qu'il y a des éléments, des positionnements, les joueurs vont être contents d'aller dans l'interligne, vont être contents de passer derrière le joueur. Et c'est vraiment important d'avoir ces repères-là pour les joueurs en tous les cas, des catégories inférieures ou autres, en tous les cas. Bruno? Juste pour donner une idée par rapport à ça, parce que tous nos éducateurs n'ont pas les moyens non plus d'avoir des mannequins ou des bonhommes, c'est les plots de chantier. Bruno, oui, les gros plots, c'est pour ça que je disais on a eu le droit à ça. Hein. Quand on est en bas, les gros plots de chantier, ça. Tu sais, en plus, je faisais la réflexion, il y a quand même pas mal d'éducateurs, notamment en Ile-de-France, donc pas loin de chez moi,
qui doivent œuvrer sur synthé. Donc après, pour planter le bonhomme dans le synthé. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. C'est ça qui est chiant, synthé. Donc voilà, donc nous, on a eu la chance de travailler sur Herbe. Donc là, c'est mieux. Après, Oui. moi, dans tous les circuits, ce qui me plaît, c'est. Et je sais que Franck aime bien ça, c'est vraiment des circuits basés sur l'attaque de la profondeur. Ouais, c'est ça, ouais, c'est vraiment ça. Ça, voilà, comme je dis souvent aux joueurs, le but, il est là, quoi. Donc, après, les passes comme ça, c'est génial. Le but, il est là. Et les circuits sont élaborés en fonction de ça et on retrouve vraiment leur projet de jeu. Ouais, je suis d'accord. Et là, tu serais défenseur avec des joueurs comme ça là, qui arrivent tous lancés partout. C'est vrai qu'en termes de gestion, même de te passer les attaquants, c'est ingérable. Ouais, ils envoient en plus les joueurs lancés de derrière. Donc on sait très bien que c'est plus difficile à gérer. Ouais, c'est ça, le surnom. Alors, bravo, Lilian. En tous les cas, ben, content de voir ces exercices, de les partager. Et puis, encore une fois, ben, par rapport à ce que vous faites comme parcours là en championnat, ben, on n'est pas surpris. Nous, on connaît Franck, c'est très bien. Maintenant, on te connaît. Donc, on voit ce que tu montres là. Donc, ça justifie ce qu'on voit à la télé et dans vos matchs. Donc, très content de te connaître maintenant et puis de voir un peu le parcours que tu as eu, enrichissant. Et en tous les cas, que tu le partages avec nous tous. Et on est vraiment content et ravis de faire ta connaissance. Donc, et puis, ben, en espérant que vous allez continuer votre parcours et que c'est qu'un début. C'est gentil, merci. Je dis aujourd'hui, je suis la somme de tous les gens que j'ai rencontrés dans ma carrière, que ce soit en tant que joueur ou en tant qu'entraîneur ou des adversaires aussi. Donc, je pense que le partage, c'est obligatoirement mettre tous ensemble nos connaissances pour toujours chercher à devenir meilleur. Donc, merci à vous pour cette invitation et c'était un très bon moment de partage et j'espère qu'il continuera dans l'avenir, soit en se croisant rapidement sur les terrains de foot, je le souhaite rapidement pour Bruno et pour Imed, et puis ou alors sinon dans d'autres moments de vie aussi. Oui, non, mais c'est vraiment bien. Et puis encore une fois, merci à toi, Bruno et Imed, à vous de me dire les petits mots. Je laisse d'abord. Merci, en tout cas, c'était sympa. J'ai eu le plaisir de bien discuter avec Lilian, de voir. Donc, déjà, félicitations pour sa carrière et puis pour tout ce qu'il fait à présent. Et puis, voilà, je trouve que c'est toujours bien d'échanger. C'était très enrichissant. Continuez. Hein, je vous souhaite une bonne saison avec le Racing. Mes amitiés à Monsieur Franck. Ça sera fait. Dès demain matin, ça sera fait. Et puis, au plaisir. Au plaisir. Merci à toi, Bruno. Merci beaucoup. Merci. Bah, merci Lilian, franchement c'était deux bonnes heures avec toi. Bon, moi je t'avais découvert en tant que joueur, donc je t'avais déjà connu là sur les terrains. Et puis là je découvre à l'image de ce qu'est Franck aussi, une bonne personne et qui est dans le partage. Donc on te remercie déjà nous, on te remercie pour les éducateurs aussi qui nous regardent. Et tu passeras le bonjour à Franck. Donc tu lui passeras mes amitiés aussi. Merci beaucoup. Ça sera fait dès demain. Ça marche. En tous les cas, bonne continuation. Merci pour avoir suivi l'émission Coach Live et merci Lilian pour ta participation. Et puis donc, on continue. En tous les cas, merci beaucoup à tous, à tout le monde. Bonne soirée. Merci. Bravo, salut. Merci beaucoup. Merci à toi. Ciao. Salut Bruno. Ciao. Ciao. Ciao.